Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de techandplay.com, l'émission qui parle d'actu, du jeu vidéo, de la pop culture et j'ai oublié le troisième. Je sais pas, je te vois Avec faire de la le... pêche. J'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça. Oh putain, il se bat le poisson là. Oh Comme hier. J'adore. On se retrouve en ce mercredi 21-07 juillet donc à 9h30 précise pour une toute nouvelle émission. On va parler tout d'abord comment tu vas? Bon, ça va, écoute, Ça va très bien. j'espère que vous allez bien, le chat. Le chat aussi, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde est présent? Est-ce que ça sent un peu la fatigue là, malgré que j'ai dormi? Ça va, écoute, ça va. Tu te bats contre un beau brochet, mais Voilà. Aujourd'hui, donc, on va parler j'adore. on va parler. Tu vas nous parler d'un voyage dans l'espace qui sera à portée de main. Eh oui, bah oui, hier, un certain chauve un peu friqué est parti dans l'espace avec sa société privée, s'il vous plaît. On va expliquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Jeff Bezos, encore? Non, c'est pas. Après, techniquement, moi, je suis un peu chaud. Je m'appelle Geoffrey aussi. Donc. T'es riche? Allez. Ensuite, je vais vous parler de Samsung qui va sortir un écran de 1000 pouces. Voilà. Donc, alors, ça fait grand. Hein, Ça fait pour pas vous mal, dire, hein. 1000 pouces, c'est 25 mètres. Donc, voilà. Let's go. Tu vas nous parler ensuite d'une nouvelle façon de rémunérer les créateurs sur YouTube. Ouais, YouTube qui continue à pousser pour des nouvelles façons de rémunérer les créateurs, littéralement, et je vais vous expliquer un petit peu ça. Eh ben, j'attends de voir. Moi, j'ai parlé de Google Maps qui veut essayer des fois de vous tuer un petit peu. dit pas plus. En nous emmenant dans des bouchons jusqu'à la mort. Entre autres, mais Ah, pas c'est vrai exactement. Enfin, c'est pas ça de quoi je vais parler, Ok. mais c'est vrai que des fois, Google te fait passer par des bouchons. Tu vas nous parler des scalpers. Qui reviennent. Donc, Ils qu'est-ce que reviennent c'est que ça sur des nouveaux produits. Les scalpers, si vous ne connaissez pas, je vous expliquerai ce que c'est. Si le nom vous dit quelque chose, vous avez sûrement des sueurs froides. Ils sont de retour. Je connais pas du tout, moi, parce que pour moi, je savais pas ce que c'était. Tu vas voir que tu connais sans T'as pas connaître mis le de nom. S majuscule en fait. C'est pour ça que je sais pas si ça. C'est parce qu'il n'y a pas de S, parce qu'avec un S, tu le vois du coup, tu vois ce que c'est. Pas du tout. Bah voilà. Tu verras. On va en Tu parler. connais sans connaître le nom. Ok, et moi on va terminer l'actu par parler, je vais vous parler des nouveaux home cinéma qui ont été présentés par Sony, qui donnent un petit peu envie, mais qui sont pas pour rien non plus. J'imagine que c'est pas donné, mais on va. Mais il y a on va pire voir niveau ça. prix, je vais être très honnêtement. Ok. Mais avant de passer à tout ça, on va parler de notre cher sponsor, notre cher Picloud. Vous connaissez la chanson désormais. Picloud permet de stocker en ligne toutes sortes de documents, d'images, de musique, de vidéos, etc. et de les partager avec votre famille, vos amis ou vos collègues pour une utilisation plus professionnelle. Il y a à l'heure actuelle plus de réduction. Nous sommes, comme vous le savez, à moins 65% pour les deux offres Lifetime, 175 € pour les 500 Go et 350 € pour les 2 Tera. Merci à vous, Picloud. Merci Picloud. Et on passe à l'actu. Oui. C'est parti. Et donc je vais vous parler espace, les amis. Vous le savez peut-être, il y a une grande course à l'espace qui est en cours en ce moment. Alors, plus précisément, voyage spatial, peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans une seconde et demie. T'as vu comment j'aime bien te couper et dire tes Juste, c'est pas actus. grave, je comprends. Mais c'est que t'es intéressé par le sujet, donc c'est Ah, mais parfait. oui. t'intéresse. Donc oui, tu as raison, c'est évidemment pas la première course à l'espace, mais bien la deuxième, voire la troisième. Et là, maintenant, la question, c'est d'accord, c'est chouette de savoir faire des fusées qui partent loin, mais est-ce qu'on n'enverrait pas des civils dedans en les faisant payer très très cher? Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hier, Jeff Bezos et sa compagnie Blue Origins, un nom finalement qu'on n'a pas tellement entendu, et pourtant ça fait qui a été créé en 2000, ça fait quand même un certain temps que le Boog travaille là-dessus. Je savais pas que c'était aussi vieux. Ouais, moi aussi j'ai été surpris en revoyant le 2000, j'ai fait ah ouais quand même, le mec ça fait longtemps qu'il veut voir les étoiles quand même. Donc il a vraiment conçu cette boîte dans ce but-là. Ça n'a aucun rapport avec Amazon, je le précise tout de suite. D'ailleurs, lui-même n'est même plus à la tête d'Amazon, hein, c'est terminé. Ça maintenant, il s'amuse. Il s'amuse avec son argent. Il est clairement. riche, très riche, genre le plus riche du monde à peu près. Ça n'a Et, pas changé, ça. Je crois pas. Non, j'ai Je encore sais entendu hier qu'il était au top du top. Bon, s'il n'est pas au top, il est dans le top 5. Hein, de toute façon, Oui, donc, clairement. C'est Jeff Bezos, s'il vous plaît. j'ai envie de te dire, entre 1 et 5, moi je prends même le 25e, il n'y a pas de souci. Donc il s'amuse avec son argent et cette compagnie qu'il a sous le coude depuis un certain temps a réalisé
un bel exploit hier. Il est parti dans l'espace littéralement. Alors je vois le message de Grumu, juste c'est pas Bezos qui a annulé son voyage spatial parce qu'il était trop occupé le jour où il devait y aller. Ça me dit rien, mais c'est possible que ça a été repoussé. En tout cas, c'est hier qu'ils sont partis et il était bien dedans. Et je vais vous expliquer tout ça. L'idée avec Blue Origin, c'est, comme je vous l'ai dit, de mettre des civils dans des vaisseaux qu'on enverrait dans l'espace pour un temps relativement court, vous allez voir, mais pour une expérience assez incroyable, on peut l'imaginer. Et c'est pas les seuls sur le sujet, on a Virgin Galactic, on en reparlera juste après l'affaire Bezos. Qui est toujours vivant, Virgin. Qui est toujours, pardon? Vivant, Virgin. Qui est toujours vivant, mon gars, et ça déconne zéro en vrai. Hein. Et SpaceX qui va aussi se lancer dans cette course. Et vous allez voir que les trois ont des approches assez différentes. On va revenir là-dessus au cas par cas. Mais pour Bezos, ils sont donc partis hier. Je vais vous montrer l'idée derrière ce qui s'est passé hier, leur vision du vol galactique, j'ai envie de dire. Vous allez voir, c'est assez particulier. En fait, Ça me fait rire ce schéma. ça c'est le schéma de vol. Boing. Voilà, c'est littéralement le schéma de vol. Donc on a le booster New Shepard qui est ici, qui s'envole tout droit, qui vient lâcher le pod qu'on voit juste au-dessus, le pod dans lequel se trouvent les voyageurs, j'ai envie de dire, les voyageurs de l'espace. Merci beaucoup pour la cam, je te remercie. Les voyageurs de l'espace, le pod qui se retrouve propulsé au-delà de la ligne Kármán. La ligne Kármán, c'est quoi? C'est à 100 km d'altitude, à 100 000 mètres, on parle plutôt en mètres quand on parle d'altitude. C'est simplement la ligne qui serait la limite acceptée par le plus de personnes dans le monde comme le début de l'espace, en gros, la limite basse de l'espace. Donc vous partez dans l'espace à partir de la ligne Kármán. Vous faites une belle parabole dans votre capsule avec vos amis un peu freakés. Et pendant ce temps-là, le booster lui redescend et est récupéré comme SpaceX. C'est tout l'enjeu, un booster qui revient et qui est réutilisable. Et après, votre capsule, elle, va venir retomber sur Terre avec un bon vieux parachute. Et voilà, quelque chose de finalement assez simple. Le vol dure approximativement 10 minutes. Ah oui. Donc, en tout cas, le vol d'hier, qui a exactement suivi ce schéma-là, je vous spoil, tout s'est très bien passé, a duré, je crois, 10 minutes et 30 secondes exactement. Je vais vous le remettre du début vraiment à la fin. Et c'était assez impressionnant. Je vais vous mettre les images du lancement et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu qui était là-dedans, comment ça s'est passé. Vous allez voir que c'est une sacrée histoire. Alors, donc ça, c'était vraiment hier, c'est au Texas, à Van Horn. C'est là-bas qu'a eu lieu le lancement. Vous allez voir, dans 15 secondes, on va décoller. Malheureusement, pendant le live, ça c'est vraiment le live, il n'y a pas encore plus d'images. On n'avait pas d'images de l'intérieur de la capsule. On sait qu'il y avait des caméras, mais on n'a pas eu d'images. C'est un peu dommage, on espère les avoir bientôt, ça sera intéressant quand même. Mais il y a quand même 2-3 plans qui assez impressionnants. Donc vous avez un résumé de tout ce que je vous ai dit sur le côté. Donc là, le lift-off, le décollage. Max Q, on atteint la vitesse max. Meko, je crois que c'est le détachement, je ne me souviens plus. Et ainsi de suite. Voilà, vous avez vraiment tout le truc. On dirait un film. Hein. Ce plan au drone est assez incroyable. Et New Shepard est parti. Avec à l'intérieur, qui était à l'intérieur? On va revenir là-dessus. On a donc Jeff Bezos. Évidemment, hein, il se fait plaisir le boug, il a bien raison. Son frère Mark, qui a été invité, qui est moins connu, qui est aussi assez riche, mais beaucoup moins connu que son frère Jeff quand même. On a Wally Funk. Alors Wally Funk, c'est une légende de l'aviation américaine, une femme qui devait partir dans l'espace et qui n'a pas été retenue au dernier moment par la NASA et qui n'est donc jamais partie dans l'espace. Elle a 82 ans. Ce qui fait d'elle la personne la plus âgée de l'histoire à aller dans l'espace. D'accord. Et c'est un peu toute une rédemption pour elle qui finalement verra la Terre d'en haut alors qu'elle était passée à ça dans sa jeunesse d'y aller en tant qu'astronaute américaine. Donc une belle histoire. Vous allez voir, hein, ils sont chargés du côté communication. Il n'y a que des belles histoires comme ça. Et une quatrième personne, un néerlandais qui s'appelle Oliver Daemen, plutôt même, qui lui, à l'inverse, est la plus jeune personne à être allée dans l'espace de l'histoire à 18 ans. Et en plus de ça, c'est aussi le premier voyageur à avoir payé, c'est le seul à avoir payé son vol,
Je vais vous expliquer dans quelles circonstances, c'est assez particulier. Alors qu'on voit la fusée qui va à 3 fois la vitesse du son et qui va aller atteindre les 100 000 les 100 000 mètres, pardon, les 100 000 mètres d'altitude qui seront à son apogée. Alors tu vois, dans le live, c'est un peu dommage, il manque des plans, qu'on aurait aimé un peu plus de Ouais, là, plans on depuis le dirait un booster. moustique, on dirait que tu filmes un moustique de près. Les mecs, ils n'arrivent pas à suivre la caméra, c'est terrible. La fusée, c'est terrible. C'est pas dingo. Alors ça, c'est vraiment le live feed, hein. On aura des images beaucoup plus Oui. jolies, on le sait, il n'y a pas de souci. On sait qu'il y a une caméra sur le booster, on l'a vu pendant quelques secondes pendant le live feed. On sait qu'il y a une caméra dans la capsule. On aura tout ça un petit peu plus tard. J'aurais bien aimé vous le présenter aujourd'hui. Moi, j'irai voir en tout cas parce que c'était assez impressionnant à voir. Voilà, on a ce genre de caméra, donc on aura des feeds plus intéressants. En tout cas, tout s'est très bien passé. Je vais avancer un petit peu parce que là, c'est plus très intéressant. Ça devient une bouillie de pixels à l'écran. Vous allez voir, on va aller chercher. Donc là, on voit ça s'est détaché. Là, ça s'est détaché. Ok. Le booster qui redescend, c'est vraiment une image exceptionnelle. Donc là, on a l'altitude du booster. Vous voyez qu'il est en phase descendante, alors que eux sont bien en 0G dans la capsule. Ah, ça c'est doit ça tout que vous ça. voyez. Ouais. Donc 0G, c'est quand tu... Plus de gravité. Plus de gravité, vous- donc tu vous, l'évites. Vous flottez. Jeff Bezos qui s'est d'ailleurs exprimé un petit peu après en disant qu'il était extrêmement surpris à quel point le vol en 0G était naturel. Il avait l'impression de nager simplement et c'était relativement naturel pour l'humain entre guillemets, c'est ce qu'il a dit. Ok. Ça l'a un peu surpris. On va avancer jusqu'au C'est booster pas qui revient. vomitif comme pourrait être un vol Exactement, 0G en ouais. avion. C'est ça, lui, enfin, je sais même pas il en avait déjà fait, il laissait sous-entendre qu'il avait jamais fait de 0G sous n'importe quelle forme. Donc lui, ça s'est très bien passé pour sa première fois. Le booster qui revient, et comme à la Falcon X, pardon, il va essayer de réatterrir. Le but du jeu, c'est de réatterrir, et surtout de réatterrir droit. Parce que SpaceX a encore du mal à faire, a déjà réussi, hein, mais a du mal à faire. Et là, ça serait une première fois pour New Shepard devant toutes les caméras. On imagine bien qu'il y a eu des tests hein, et qu'ils ont déjà réussi des milliers de fois en test. Mais devant les caméras, montrez que vous aussi, vous savez le faire, c'est important. Vous allez voir qu'il y a une cible au sol qui a été préparée à, je crois, 5 km du lancement, donc avec la phase parabolique. Une fois, c'est pas notre Athènes qui déconne. Là. Et non, pour une fois, c'est pas la thème. Et vous allez voir que le booster va essayer de viser la cible. Va-t-il réussir quelque chose de précis ou pas? Je n'en dis point plus. On commence à voir la cible se dessiner sur la caméra à gauche, mais c'est une bouillie de pixels. Je vais m'enlever ma tronche pour les derniers mètres. Ça sera plus sympathique comme ça. Le plan est assez irréel quand même, hein, comme image. On sait qu'il y avait des drones un peu partout. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'images de drones. Mais je pense qu'on en aura. Alors là, on voit que ça gigote dans tous les sens. On a un petit peu peur. Et finalement, ça ralentit bien. Les tout petits pieds qui sortent, ils sont tout petits. Et l'atterrissage, c'est lunaire hein, comme truc, hein. C'est n'importe quoi. C'est ouf. Et tout s'est parfaitement passé. Le booster est resté droit, c'est une réussite parfaite. On est quasiment au milieu de la cible. Bon, ça brûle un peu, mais Ouais, les petites flammes de fin, mais c'est tout à fait normal. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun souci. Quasiment au milieu, une réussite totale pour le booster New Shepard. Pendant ce temps, la capsule est toujours en l'air, en train de faire une parabole dans le ciel. Voilà, on la voit commencer à redescendre. Alors là, elle est déjà bien redescendue même. On va voir les parachutes sortir. Et c'est là-dedans, évidemment, que se trouvent les voyageurs, les 4 voyageurs de l'espace, qui ont passé un moment, j'en doute pas, très agréable. On va voir la sortie des parachutes, ça va se passer en 2 fois. D'abord, voilà, des parachutes de stabilisation, donc des petits qui ne sont pas là pour tellement freiner, mais juste pour stabiliser le pod. Et après, les beaux parachutes aux couleurs américaines, évidemment, qui, vous allez voir, vont s'ouvrir tous en même temps comme de jolies méduses. Tout ça est bien chorégraphié, hein, ça c'est vraiment nickel comme déroulé. Je pense qu'ils ne pouvaient pas rêver mieux, très honnêtement. Et ils vont venir se poser avec à la toute fin, vraiment 3 mètres avant l'arrivée, même pas, un petit coup de booster, un petit coup d'air, en fait, d'air comprimé pour venir faire un coussin pour que la capsule se pose d'une façon extrêmement délicate et que les résultats soient nickel. Je vais juste vous montrer ça parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre après à part voir un truc tout blanc tomber, c'est pas très intéressant. Vous allez voir, c'est vraiment à la toute fin, un petit prout de capsule et pouf, voilà, tout doux, parfait, que dire de plus? Tout s'est parfaitement déroulé. Alors Jeff va rester dans cette pose sans bouger le bras, mon gars. Il bouge pas le bras pendant 5 minutes. On dirait un mannequin.
Et à un moment, bon, il va se mettre à bouger, tout le monde va extrêmement bien, personne n'a été secoué ou quoi que ce soit. Ils mettent 3000 ans à ouvrir la porte parce qu'ils attendent tous les journalistes. En plus, le temps que tout le monde arrive, ça prend... Voilà, il ne bouge pas, le mec ne bouge pas. Mais il va très bien. Voilà, là, il est enfin bougé. Vous allez voir, les voitures arrivent, ça prend très très longtemps avant de les voir sortir, donc le reste n'est pas très intéressant. On va plutôt reprendre le déroulé de tout ça. En l'occurrence, on va reparler de Damon, donc le jeune voyageur de 18 ans, qui, je vous l'ai dit, est le premier à avoir payé son billet. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une place dans cette capsule qui avait été mise aux enchères pour être le premier, pour faire partie du premier voyage de New Shepard. Et cette place avait été gagnée par quelqu'un qui avait voulu rester anonyme à 28 millions de dollars. Sauf que cette personne a dû annuler son vol et on lui a dit d'accord, bah, vous serez mis sur un prochain vol de Blue Origins, vous avez gagné, vous en faites pas, mais comme vous ne pouvez pas venir ce jour-là, on vous fera voler une autre fois. Et en fait, c'est le père de Damon, qui est un CEO d'une grosse boîte néerlandaise, qui lui avait gagné sa place pour la mission d'après. Et en fait, ils ont simplement échangé les rôles. Donc le père devait venir sur ce vol et le gagnant anonyme sur le deuxième. Et le père a décidé de donner son billet à son fils à ce moment-là, ce qui fait qu'à 18 ans, le Boog est parti dans l'espace, ce qui est quand même pas dégueulasse, qui est un record aussi. Et on a l'histoire complète de Blue Origins, il a volé avec la personne la plus jeune de l'histoire dans l'espace et la plus vieille, qui en plus est une légende de l'aviation. Voilà, on a une belle histoire, une femme aussi, c'est important. Donc voilà, toute l'histoire est faite. Et c'est malheureusement un truc qui a peu été médiatisé, j'ai l'impression. Ouais, je trouve que pas assez. Moi, je t'avoue que Enfin, je veux dire, c'est quand même le premier voyage spatial. Alors, ça ne l'est pas, justement. Mais le premier avec Jeff Bezos, quand même, dedans. Alors oui, ouais, ça c'est le premier avec Jeff Bezos, ça c'est certain. Mais je t'avoue que moi, je suis tombé sur un stream random et j'étais pas au courant. Et j'ai regardé le stream. C'est là que tu me l'apprends littéralement aujourd'hui, hein, j'étais pas du tout au courant. Je suis tombé vraiment au bon moment, mais vous allez voir que c'est une compétition qui est très très rude, puisque même si ces images sont très intéressantes et très impressionnantes, finalement, le 11 juillet dernier, la semaine dernière, littéralement, enfin un peu plus. Attends, moi je vais voir Jeff Bezos sortir. Ah, tu veux voir Jeff sortir? Oui, je veux voir Jeff sortir. Allez, alors on va beaucoup avancer. Entre Jeff, on doit se comprendre. Tu vas voir, il reste vraiment un certain temps, il attend qu'il y ait toutes les caméras, hein, tout simplement. Avec son chapeau, alors ils ont déjà pensé à tout le merchandising pour faire très pionnier américain. Ils avaient tout le temps un chapeau de cow-boy, le mec il lui dit à la fenêtre, oublie pas de mettre ton chapeau avant d'ouvrir la porte et tout. Il y a toute une symbolique, tu vois, du cow-boy. En dernier. Le cow-boy explorateur de l'Ouest, tu vois, qui vient découvrir les étoiles cette fois. Donc là, il va pas tarder à sortir. Tac, 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 tac. Vraiment, ils ont mis 3000 ans à ouvrir cette porte, j'ai pas compris pourquoi. Voilà. Oh, le pauvre. Coucou, c'est Jeff. Voilà, Jeff, il est tout content, il va très bien, ils ont des belles tenues. Derrière, c'est le jeune homme de 18 ans. Puis, j'ai oublié son nom, je vais le retrouver, je suis désolé. Madame. Je ne sais plus où j'ai mis son nom. Ali Funk, pardon, Wally Funk, voilà, c'est elle, de 82 ans. Et enfin, son frère, Mark Bezos, un autre chauve un peu friqué. Voilà, toute la clique est là. Dans la famille Bezos, je voudrais les deux frères. Tout le monde est heureux. Et c'est juste après qu'il va avoir quelques mots pour les caméras, mais vraiment quelques mots. Et on attend d'avoir des images un peu plus complètes de ce vol. Ok, ça serait cool. Hein. Ça serait très très bien. Je vous disais, le 11 juillet, c'était comment il s'appelle? Mark Branson. Non, pas Mark. Richard. Mark, c'est quelqu'un d'autre. Richard Branson, le CEO de Virgin Galactic, qui effectuait lui son premier vol spatial avec sa compagnie. Et c'est une toute autre approche. Je vais vous montrer quelques images, mais lui, l'idée, c'est vous prenez un gros avion qui vole très haut. Vous le faites voler très très haut, et en fait sur le dos de cet avion, il y a un autre petit avion qui lui peut voler carrément dans l'espace. Et en fait vous lancez le deuxième avion depuis le premier pour qu'il aille encore plus haut. Donc il y a deux avions l'un sur l'autre, eux, les voyageurs spatiaux sont dans le petit, du haut. Ils volent ensemble, puis ils se décrochent, lui redescend, et lui continue dans l'espace. C'est radicalement différent.
Mais encore une fois, dans l'idée de on ne perd rien, on ne gâche pas, entre guillemets, on peut tout faire revenir et tout réutiliser. Bah, ça va, l'avantage, c'est que les avions, on sait ancrer, on sait les piloter et C'est ça. on sait parfaitement les atterrir parce que c'est un contrôle humain. C'est un Que contrôle, des fusées, c'est un contrôle là, c'est 100% mécanique. complètement full. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je précise que intelligence pour Amazon, artificielle. j'ai oublié, je suis désolé, on n'a pas le prix des places. Ils veulent pas révéler le prix des places. Ça sera pas toujours des enchères, hein. Il y aura un prix définitif à un moment, mais pour l'instant, ils ne veulent pas dire combien Ouais, ça c'est coûtera. encore de la bêta, clairement. Ce sera très cher. Il n'y a pas d'embrouille. Non. Et vous allez voir que Bronson, sa technique est aussi très intéressante. Je vous montre ces belles images aussi. On a plus, Ah, il y a beaucoup déjà plus. ça a déjà été. Ah bah du coup, ouais, ça fait une semaine et demie, lui. Il a damé le pion à Jeff Bezos, littéralement. Et voilà, un avion en lâche un deuxième. Et on va suivre le petit qui va partir. Alors lui, il va à peu près à 90 000 km, enfin 90 000 mètres, je suis n'importe quoi, de haut, soit en dessous de la ligne Kármán, qui serait plus ou moins le début de l'espace, qui elle est à 100 000 mètres d'altitude. D'ailleurs, Blue Origin s'est tout de suite foutu de la gueule de Virgin Galactic en disant que eux passaient la ligne Kármán au moins, alors que Virgin Galactic ne le fait pas. D'accord. Mais bon, honnêtement, je veux dire, on peut considérer que c'est l'espace. On est déjà en 0G, hein, largement à 90 000 mètres. Il n'y a aucune embrouille, on voit les deux pilotes. Et voilà les passagers qui peuvent se détacher, voler dans tous les sens en 0G. Et en fait, cet avion va faire aussi un vol dans l'espace avant de venir redescendre. J'ai oublié ma caméra, pardon. Va venir voler en parabole dans l'espace avant de venir redescendre sur Terre et atterrir de façon bien plus classique. Richard Branson, il veut pas se détacher pour l'instant. Là, il parle, là, il fait sa pub, il nous a lâché des belles phrases. À chaque fois qu'un humain part dans l'espace, il essaie de trouver la meilleure formule pour battre le petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, et tout ça. Enfin, il cherche toujours à faire une belle phrase. Donc voilà, ils vont faire un petit tour de 3-4 minutes de mémoire avant de tous se raccrocher et de redescendre. Ce vol-là, on a le prix. Ça coûtera 250 000 $. Donc un prix Direct. largement plus abordable, on va Ouais. pas se mentir. C'est plus abordable, mais Ça c'est risque- pas ce que j'ai dans mon compte à banque. C'est pas pour nous, hein. Du tout, du tout, C'est pas pour nous, mais ça risque d'être l'offre la moins chère des trois. Mm. On pense, là on sera vraiment dans dans un form factor d'avion. Voilà, vous voyez les sièges. Alors c'est de la bêta, hein. Peut-être que l'idée aussi c'est de pouvoir mettre de plus en plus de gens dans ces vaisseaux pour réduire les coûts, tout simplement. Ouais, parce que bah, là, je pense que. Après, le problème aussi par rapport à ça, c'est comme pour l'avion, c'est les coûts environnementaux, je vais y arriver. Parce que, bon, déjà, bien heureusement, à chaque lancement, tu récupères plus ou moins tout ce qui a été utilisé pour le. Mettons, tu récupères le lanceur si ça a été une fusée ou le second avion dans ce cas-là. Après, c'est aussi bah, que ça consomme beaucoup, beaucoup d'essence, je suppose. Je pense pas que Ah ce bah soit là. de l'électrique, clairement. Pour Ah ce bah genre là de c'est de choses. l'hydrogène pur, hein. Donc, Alors l'avantage c'est que l'hydrogène, ça ne pollue entre guillemets pas, ça recrache de l'eau. c'est vrai. Mais on est bien d'accord que ça veut absolument pas dire, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, que c'est écolo, hein. C'est une catastrophe écologique ce genre de voyage, on est bien d'accord. Heureusement, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont capables de le payer, de se le payer, donc on espère qu'ils vont pas faire trop de vols. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je dise? Après, Faut là, bien que, clairement, ils veulent aller dans une lignée où on est sur du voyage spatial. Donc, autant, j'allais dire, peut-être dans 20 ans, on fera autant ce genre de vol qu'en avion. peut-être. Après, la différence de l'avion, c'est que là, c'est purement de l'amusement. Oui, c'est pur, oui, c'est Il n'y a pour pas du de déplacement, notion de c'est j'ai pour- besoin d'y aller, quoi. c'est clairement comme un parc d'attraction, quoi. Ouais, et vous n'êtes pas prêt pour la dernière offre. On va passer sur SpaceX très rapidement, qui n'a pas fait voler encore de vols commerciaux. Par contre, SpaceX a déjà envoyé des humains dans l'espace. C'est même c'est la première société privée, pardon, qui a envoyé des humains dans l'espace. Mais ce n'était pas commercial, c'était vraiment dans un but de recherche ou pour les années à l'ISS ou quoi que ce soit. Ils veulent faire une offre civile qui s'appellera Inspiration 4, le prix n'a pas encore été dévoilé, mais on sait qu'au-delà de vols spatiaux de courte durée comme ça, il prévoit début 2021, il nous l'avait dit, des billets à 55 millions de dollars pour, attention, c'est pas juste pour un vol comme ça, pour passer 8 jours dans l'ISS. Ah oui. Donc je sais pas comment le mec s'est démerdé, mais on a Elon Musk qui a réussi à convaincre,
je ne sais pas, les instances internationales qu'il avait le droit de faire payer des gens pour utiliser un bien public et commun, à savoir l'ISS, pour se faire de la thune. Je ne comprends pas J'avoue, ils sont bas les steaks là. comment c'est genre demain, c'est comme si tu disais, t'arrives à ta mairie, tu fais ah non mais j'ai fait payer 1000 balles à un mec, il dort dans la mairie, je m'en bats les couilles. Vous dégagez, il dort dans la mairie. Voilà, je ne sais pas comment il s'est démerdé. L'argent. L'argent fait tout. Hein. Si, voilà, comme il s'est démerdé, il a fait des ristournes à la NASA sûrement sur ses boosters Falcon. Clairement. Mais je trouve ça très, très, très étrange. Une bonne partie de revenir à la NASA, j'espère bien. Il y a Clairement. plutôt intérêt. Mais le problème, c'est que la NASA, c'est pas du tout les seuls à travailler sur l'ISS. C'est justement la beauté de l'ISS, c'est que c'est une des seules constructions vraiment mondiales de l'histoire, j'ai envie de dire. Il y a des parties russes, il y a des parties chinoises, il y a des parties européennes, il y a des parties américaines de la NASA, en effet. C'est vraiment moi, c'est un truc que je trouve exceptionnel, l'ISS. Peut-être dans le futur, ça deviendra un musée comme le musée du Louvre. Alors, voilà. Ça paraît trop fort. Ça, et je pense qu'en effet, c'est très possible que dans un futur futuristico, on puisse avoir accès à l'ISS en tant que pièce incroyable. Parce que c'est vieux, hein, il y a vraiment des parties de l'ISS qui sont très vieilles. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est une prouesse technologique phénoménale. C'est peut-être une des plus grandes de l'histoire de l'humanité. Je le pense en tout cas. Ah oui, Et donc ça m'emmerde que ce type-là la privatise. Mais bon, il a dû se mettre d'accord avec les gens pour qu'il touche une partie, évidemment. Voilà. Après, c'est le truc qui est assez drôle, enfin, qu'on peut aussi parler par rapport aux voyages spatiaux. Donc, comme tu l'as évoqué relativement pour mettons, ceux de Virgin ou ceux de Jeff Bezos, de Blue Origins. Blue Origins. En tout cas, pour le dollar, ça a l'air relativement tout public. Parce que comme tu l'as dit, une personne âgée qui a réussi à faire ça. Ouais. Les personnes à l'air de corpulence normale. Parce que je sais, par exemple, si vous allez vivre dans justement le centre spatial ISS, c'est une sacrée préparation. C'est une sacrée préparation parce qu'il faut arriver à vivre plusieurs jours dans l'espace avec 0G. D'ailleurs, il est précisé. Votre corps n'aime pas du tout être en 0G techniquement, donc il faut être en très bonne forme physique. Donc encore un vol spatial rapide où c'est 10 minutes, ça va, c'est comme un grand 8, hein, donc c'est pas dérangeant. C'est juste pour les personnes, les femmes enceintes, les personnes handicapées, enfin les personnes il doit y avoir des restrictions, ou les personnes qui ont des problèmes de dos, etc., problèmes de cœur, etc. Là, ça va être compliqué. Mais voilà, pour... 8 jours en 0G, c'est pas rien. C'est pas rien pour un corps. Ça, ce serait intéressant à voir. Il y aura peut-être beaucoup de tests à faire. D'ailleurs, il est précisé dans les 55 millions pour le billet que ça comprend aussi une préparation et un entraînement pour le voyage en lui-même. Mais est-ce que si tu ne passes pas les choses requises, est-ce que tu es remboursé? Ça, ce serait drôle. Bon, écoute, les mecs qui s'amusent avec à ce genre de prix, je pense qu'ils peuvent survivre même s'ils ne sont pas remboursés. Les 55 millions de dollars. Yes. Je vais pas les plaindre, mais voilà. En tout cas, au-delà on est d'accord, c'est un amusement pour gens extrêmement friqués. Pour l'instant. Voilà, on est d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prouesse technologique que c'est et à quel point ça devient... Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça devient commun dans nos vies de voir des fusées revenir, se poser, décoller. Il y a 10 ans, c'était impensable. C'était un événement fou, tu vois. Et aujourd'hui, tous les mois, on voit une fusée qui décolle. J'avoue que très personnellement, si je dois émettre un avis, je n'aime vraiment pas que la conquête spatiale soit privatisée. Ça me dérange beaucoup, mais ça fait avancer la chose bien plus rapidement parce que les fonds publics sont extrêmement limités pour la recherche spatiale. Il faut le savoir, la NASA a très peu d'argent. On ne dirait pas comme ça, mais quand pour faire un projet, il faut 20 ans pour la NASA, tu as des compagnies privées qui sont capables de le faire en 2 fois moins de temps parce qu'ils ont 2 fois plus d'argent. Donc, c'est un compromis à trouver. Voilà, c'est ça le problème, c'est que la recherche spatiale, c'est très important. Après, la conquête de Mars, etc. Ça arrive, hein, mais je préfère préserver la Terre au lieu de m'y barrer, tu vois, pour pas aller potentiellement sur Mars dans 100 ans. Mais le voyage spatial, pourquoi pas, mais bon, il y a un souci d'éthique écologique qui vient par rapport à ça. Mais bon. Il faut savoir qu'il y a déjà des pollutions visuelles de l'espace proche de la Terre qu'on arrive à voir avec de simples télescopes. C'est quand même terrible de se dire qu'on est arrivé à un point Starlink, où on arrive à pourrir l'espace. Alors Starlink en plus, eux ils sont vraiment en orbite très très basse. Mais même quand tu montes un peu au-dessus, il y a tellement de merde. Le problème, c'est que beaucoup de satellites, il y a des très bonnes vidéos sur YouTube, ou même on peut trouver sur le web, justement des satellites
où tu peux voir le nombre d'année en année, le nombre de satellites qui augmente, il y en a énormément. Et puis Je sais c'est pas exponentiel. Hein, Mais je sais pas si vous voyez dans Wall-E le moment où il revient sur Terre où il y a 1 milliard de satellites morts. Là, la Terre est comme ça à l'heure Ouais, actuelle. c'est terrible. Hein. C'est comme ça à l'heure actuelle. Ça se Alors, voit peut-être pas, mais c'est vraiment comme ça à l'heure actuelle. Ne soyons pas tout pessimistes, il faut savoir qu'il y a aussi des entreprises, et entre autres, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, donc à revérifier, à prendre avec des pincettes, mais il me semble que justement certaines de ces compagnies que j'ai citées font partie de cette boucle dont je vais vous parler là, de recyclage et de récupération des déchets spatiaux. Et voilà, Ils font très attention à il y a ça. une certaine éveil à Ouais. ce genre de problème, surtout que ça peut causer des problèmes de sécurité. Hein. Quand tu voles et que Clairement. tu as des débris partout, bon, c'est pas ouf. Donc voilà, peut-être venir commencer à nettoyer l'espace, c'est Parce que un soit peu comme les plages de généralement. Normandie, quoi. Ouais, non, mais clairement, parce que le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, admettons, quand un satellite n'est plus fonctionnel, parce que ça a une durée, hein, c'est comme un smartphone, tu mettrais dans l'espace, au bout d'un moment donné, il est obsolète. On a fait Donc, hyper soit de- il reste dans l'espace et puis il se barre, Ça dérive. ou soit il dérive dans l'espace, soit il reste en orbite mais il sert à rien, ou soit il replonge vers la Terre. Ouais, le trois Ou quarts on du temps, envoie- il replonge vers la Terre, il crame en atmosphère, on n'en parle même pas. C'est, oh, ouais, bon. Et Ok, puis c'est d'accord, tout. super, Voilà, bah, bref. let's go, c'est cool. Donc voilà, voilà pour l'espace. Bah, en tout cas, c'est cool que tu en aies parlé parce que j'en avais pas du tout entendu parler. La com était pas dingo en Ouais, France. pas de com. Bon, je regarde pas à la télé, mais j'ai même pas l'impression que. Enfin, j'ai même sur Google Actualité que dalle. Hein. Ouais, c'est assez Faudrait que étonnant. je note Jeff Bezos in space dans mes favoris. En tout cas, on va retourner sur Terre avec quelque chose de toujours aussi beau, toujours aussi exceptionnel et également extrêmement cher. Ah On va parler d'un nouvel écran Samsung, le The Wall de chez Samsung. Alors, The Wall est un écran, alors qui n'avait pas forcément le même nom, mais qui a déjà été présenté il y a 3 ans au CES 2018. Donc la version là que je vais vous présenter a été présentée hier et s'appelle le IWA Series. Je te laisse te montrer Ouais. les petites photos. Alors on n'a pas beaucoup de com là-dessus, il n'y a pas eu de vidéo, on a juste des petites photos, donc je te laisse les montrer. C'est sur le site officiel de chez Samsung. Et c'est tout simplement un immense écran qui est fait pour du pro. Oui, je Voilà, pense. que du professionnel, donc surtout dans des centres commerciaux, mettons Ouais, des donc, stades, vraiment. etc. Parce que c'est un écran de 1000 pouces, c'est-à-dire littéralement 25 mètres, 4 de diamètre. Ça fait beaucoup là, non? Donc voilà, c'est un petit peu grand. Mais, on est quand même sur quelque chose de relativement de belle qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet écran est composé de mini LEDs. Donc c'est du micro LED, autant pour moi. Donc j'y reviendrai à la fin. Mais contrairement, pour en dire plus. Mais l'avantage de cette version, c'est qu'ils ont des LED encore plus petites grâce au micro LED par rapport aux générations précédentes. Donc ce qui fait qu'ils ont des LED 40% plus petites que la génération précédente. Donc ce qui est déjà énorme. Ce qui permet entre autres de booster le contraste et d'avoir une uniformité des couleurs. Et donc ça va de soi, une meilleure qualité Meilleure d'image. image, Voilà. Avec également le fait que l'écran soit vraiment borderless, donc sans aucun bord, et aussi, si j'ai pas de bêtises, que, oui c'est ça, l'épaisseur de l'écran est diminuée de moitié. Donc on a vraiment un écran hyper fin. Donc c'est assez ouf quand on sait que c'est vraiment 25 mètres un écran. C'est assez gigantissime. Vous ne mettez juste pas chez vous. Regardez là, je veux dire, le décalage entre le mur blanc et le côté de l'écran. Y a Pardon, rien. j'enlève ta cam 2 secondes. Il n'y a Oui, rien. non, mais il y a Il y juste, a juste rien. rien. Non mais ça c'est ouf. Alors oui, évidemment, c'est vraiment pour des centres commerciaux, vraiment des choses, sûr, des bien sûr, immenses bien sûr. choses publiques. Sachant qu'il a également un nouveau processeur avec une intelligence artificielle qui permet de gérer encore plus efficacement le contraste et la suppression de bruit. Voilà. Donc il y a en plus un logiciel qui permet de gérer tout ça. Et ce qu'il faut savoir, ce genre d'écran, alors c'est compliqué à dire, c'est ce qui est également utilisé pour le micro LED, mais je reviens tout à l'heure dessus pour en dire plus, et puis on pourra en débattre un petit peu, parce que ça peut être l'avenir. Ce sera l'avenir sans doute, d'après moi. Et si vous préférez dans ce genre d'écran, c'est pas un écran élargi tout le long. C'est plein de petits carreaux, on va dire. Ouais, ouais. Vous voyez, par exemple, les carreaux que vous avez dans votre salle de bain, que vous avez sur votre mur, bah, c'est ça. C'est plein de carreaux qui sont collés les uns aux autres. Voilà. Et et les connexions qui sont entre ces fameux écrans se font sans fil. Ok. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun câble, ce qui permet du coup d'avoir quelque chose d'extrêmement plat. Et l'avantage, c'est que ça permet de vraiment
on peut personnaliser Ouais, c'est l'emplacement. modulaire. Donc on peut le mettre horizontalement, verticalement, en concave, en convexe. On peut également le suspendre, on peut le mettre au plafond et on peut également le mettre en forme de L. Voilà, on peut vraiment le personnaliser avec. C'est ça qui est vraiment assez ouf. Sachant qu'avec cet écran-là, on peut en mettre 2 côte à côte également. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un seul écran, on a une définition 8K jusqu'en 120 Hz. Donc Ah ouais. on peut mettre des vidéos jusqu'en 120 images par seconde, ce C'est qui vénère fait quand même. Hein. quelque chose d'extrêmement fluide, d'extrêmement bonne qualité. Et on peut aller jusqu'à du 16K en mettant 2 écrans Ouais. côte à côte. Donc du 15360 x 2160. Voilà, parce que c'est extrêmement large du coup, pas beaucoup en hauteur. Voilà pour ça. Donc on a vraiment quelque chose de très très beau, sachant qu'on peut aller grâce au micro LED, on peut atteindre jusqu'à 1600 nits. Donc c'est le taux de luminosité, ce qui est énorme avec de l'OLED. Pour, admettons, les meilleures télévisions qu'on pourrait trouver sur le marché avec LG, on atteint au maximum 1000, donc on est vraiment au-dessus. Et pas de prix communiqué pour cet écran. Forcément. Forcément, parce que c'est quand même quelque chose qui est pour le professionnel. Assez vénère comme bébé. Alors après, vous pouvez peut-être vous dire, bah oui, mais enfin des grands écrans, j'en ai déjà vu dans ma vie, j'en ai vu un peu partout, je vois pas ce qu'il y a de plus. C'est que là, on est sur une autre qualité. Hein, c'est pas. Voilà, parce que si tu permets, je vais enchaîner là-dessus. Ce qu'il faut savoir, le micro LED, c'est quelque chose qui vient plus ou moins d'arriver sur le marché, qui était présenté l'année dernière, si je dis pas Ça de fait bêtises. longtemps qu'on en parle, mais on l'a très peu vu. Pour Voilà, l'instant. et c'est Samsung qui a pris les devants de la scène en sortant depuis cette année des écrans en micro LED. Et l'avantage du micro LED, c'est que c'est mieux que de l'OLED, on peut le dire. Bah, t'as l'avantage des deux mondes, quoi. Voilà, c'est surtout que le micro LED a l'avantage, contrairement à l'OLED, de ne pas être composé de composants organiques. Le problème de l'OLED, comme tu pouvais l'avoir un peu avec les téléplasmas, les plasmas de l'époque, si je dis pas de bêtises, c'est que, en gros, si tu laisses, mettons sur une télé OLED, sur un téléphone OLED également, si tu laisses une image affichée longtemps, l'écran peut cramer, entre guillemets. En tout cas, ça peut laisser Marquer. une... Hein? Ça peut marquer. Ouais. Voilà, ça va marquer ce qui a été affiché Ça pendant arrive très jamais, hein, longtemps. franchement. Ça Pour moi, c'est arrive- pas ça le problème de l'OLED, mais vas-y. Voilà, c'est un des problèmes de l'OLED. C'est un des possibles Voilà. problèmes. Un des possibles problèmes de l'OLED, même si de plus en plus de télévisions font des mises à jour pour éviter ce genre de problème, et même si on arrive à améliorer et éviter ce genre de soucis. L'avantage également du micro LED, c'est qu'on peut, comme le permet l'OLED, éteindre le pixel complètement pour créer des vrais noirs, ce que ne peut pas faire le QLED. En contrepartie de ce que fait Samsung, et donc évidemment avoir des meilleurs contrastes et également une meilleure luminosité d'écran. Voilà. Ouais, je pense que pour moi, c'est là le vrai truc du micro LED et qui fait que peut-être, je suis d'accord avec toi, ça pourrait être vraiment la technologie qui réunit tout le monde. L'OLED, le plus important, c'est les contrastes, des noirs très profonds qui permettent entre autres l'HDR, donc une technologie d'affichage qui permet des contrastes très forts entre une scène lumineuse et très sombre, et d'avoir vraiment ce que fait votre œil, c'est-à-dire que votre Quand c'est œil, noir, c'est noir. quand vous regardez de plein jour avec un gros soleil dans la tronche, une grotte, eh ben, vous voyez à la fois quelque chose de très lumineux à l'extérieur et une grotte sombre. Ce qui est très dur à rendre sur un écran, ce qui est possible pas uniquement par l'OLED, mais qui est très très facilité par la technologie OLED de par ses contrastes. Donc ça, c'est vraiment la grande force de l'OLED. Mais à contrario, on va avoir des luminances plus élevées sur du QLED. Déjà, on peut monter un peu plus haut Ouais. et avoir des couleurs peut-être plus vibrantes aussi. Mais à contrario, pas des noirs intenses. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est juste, il y a deux offres, en fait. Et également- et là, le micro LED peut permettre que les deux se rencontrent et qu'on ait le meilleur des deux mondes, ou en tout cas, Voilà. le meilleur compromis des deux mondes, si c'est pas le Exactement. meilleur. Parce que justement, le truc, c'est que l'OLED reste encore à l'heure actuelle relativement cher. Mhm. Un écran OLED font compter hors solde au minimum 1500 à 2000 euros pour un écran de 140 pouces, on va dire. Enfin, 140 cm. Donc ça fait... Je sais plus, Je sais plus. les conversions de pouces centimètres, honnêtement, je suis nul à Ouais, chier, je peux pas te mentir. moi aussi. Mais bon, bref, pour un écran de 140 cm, il faut compter au moins 1500 hors solde, même si on peut le trouver pour moins cher. Que du QLED, on va être déjà beaucoup moins cher. Il y a des sans solde, on peut le trouver à partir de 1000 euros pour du QLED. Donc c'est ça aussi, c'est aussi un rapport qualité-prix qui ça. peut être défini. Et le micro LED permettrait de mixer Mais ça les risque deux. d'être cher. Donc le micro LED justement peut mixer les deux. Et Samsung a déjà
mis en vente des écrans micro LED avec pour un écran de 110 pouces, un écran à 150 000 euros. Ouais. C'est bon. Bah ouais. Et Pour l'instant, c'est très, le très cher. souci, c'est que pour l'instant, cette technologie est neuve et donc extrêmement chère. Voilà. C'est ça. Et en Et fait, limité au 4K. ce qui est le pire et ce qui fait que moi aujourd'hui c'est OLED ou rien, c'est que il se passe quelque chose avec le QLED entre autres, en fait les technologies LED classiques, c'est que vous venez éclairer par derrière l'écran. C'est un écran LCD techniquement. Voilà, c'est ça. Donc vous venez projeter de la lumière par derrière. En fait, c'est ça qui va faire l'image de l'autre côté. Et en fait, l'intérêt de l'OLED, c'est que vous pouvez littéralement éteindre chaque pixel, ce qui fait que quand un pixel est éteint, il est d'un noir profond, noir mon t-shirt quoi. Alors que sur un LED, ce qu'on va retrouver, c'est que on va éteindre le spot le plus proche de lui, si vous voulez, à l'arrière, mais il y en a peut-être un autre qui est de l'autre côté qui l'éclaire encore légèrement. Alors c'est une grosse représentation, un énorme zoom. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il n'est jamais parfaitement éteint, et vous pouvez avoir ce truc qui, moi, me trigger à l'infini, et il n'y a que l'OLED qui permet de se rapprocher, enfin, et peut-être le micro LED bientôt, mais aujourd'hui, il n'y a le que micro l'OLED LED le rapproche même plus. qui va permettre de faire ça. C'est quand vous avez un truc blanc affiché sur un fond noir, par exemple du texte, et que vous voyez un espèce de halo de lumière autour de votre truc blanc, alors que vous savez que l'objet affiché, lui, est terminé. Par exemple, vous prenez la lettre O, et ben vous allez avoir tout autour du O un halo de lumière dégueulasse. La bavure un peu. Ça, je déteste. Et en fait, le micro LED, lui, va essayer d'aller se rapprocher de ça en ayant la capacité d'éteindre chaque pixel également. Et c'est des technologies vachement avancées, on ne dirait pas. De la télé, c'est très compliqué aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est encore une nouvelle branche qui s'ouvre, peut-être avec le micro LED. Malheureusement, c'est très cher. Ouais, voilà, l'avantage du micro LED. En fait, la conclusion, c'est clairement le micro LED prend l'avantage du QLED et de l'OLED. Je l'espère, ouais. Voilà, c'est clairement ça. Après, je sais qu'il y a des petits problèmes également avec le micro LED, vu que c'est plein de mini-écrans qui sont mis côte à côte. Si tu te mets sur le côté, tu peux voir des lignées sur l'écran, mais il faut vraiment être proche pour les voir. Si tu es devant, tu ne le vois pas du tout, parce que c'est des résolutions 4K. Et que, comme tu l'as dit, ça reste extrêmement cher. Et qu'on reste sur quand même quelque chose de relativement récent, mais ça peut être quelque chose qui peut être bien, parce que ce qu'il faut savoir, voilà, du micro LED, contrairement à du LED classique, par exemple, ça, en extrêmement zoomé, c'est une LED, voilà. Ça, c'est une micro LED. C'est 100 fois plus petit. Ouais, c'est le principe. Donc le micro LED, c'est vraiment des toutes petites LED, et comme tu l'as dit, comme pour le LED, ça s'éteint complètement. Donc ça permet d'avoir des vrais noirs, des meilleures colorimétrie. Donc voilà. Alors, donc, une petite tôle quand même à Samsung qui n'a pas été faire sur l'appellation de sa technologie QLED. Ils l'ont appelé QLED parce que l'OLED existait déjà et que quand tu es dans un magasin, entre un Q et un O, ça se ressemble. Il n'y a aucun autre. C'est un peu bâtard. C'est vraiment bâtard de leur part. C'est pas une mauvaise technologie pour autant, mais ils savaient que l'OLED ça poussait fort et qu'il fallait trouver une petite parade un peu à tout ça. Pas ouf de leur appellation, mais j'espère que le micro LED sera vraiment abouti. Exactement. De toute façon, ça viendra sûrement dans le futur, comme tous les écrans. Si vous vous souvenez, à l'époque, les premiers écrans, je ne sais même pas comment on les appelait, les écrans, quand il y a la fin des écrans cathodiques et le début des écrans plats, c'est que les écrans plats coûtaient extrêmement cher. Ouais. Alors qu'à l'heure actuelle, ça n'existe même plus, tellement la technologie est dépassée. Si vous allez en magasin à l'heure actuelle, vous ne trouvez pratiquement plus d'écran LCD. Ah bah c'est fini. Toutes les télévisions sont au minimum en LED maintenant. Ah bah le LCD, le plasma, le LED, l'OLED, le QLED, le micro LED bientôt. Il y en a des technologies télé. Après il y a le Neo QLED. Ouais, on n'a pas fait le tour. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un monde assez dingo. Voilà. Mais le micro LED est en tout cas l'avenir des écrans haut de gamme, on peut le dire. Je le pense. Très clairement. Je l'espère. On l'espère, mais ce ne sera pas pour demain à la veille où il y aura beaucoup de télé qui seront mis en avant. Pour l'instant, si vous voulez payer pas trop cher une télé, ce sera du QLED. Si vous voulez payer un petit peu plus cher pour une meilleure qualité, ce sera de l'OLED. Surtout qu'en plus, le LED, c'est très chiant à produire. Très chiant. Et c'est fragile. C'est beaucoup plus En fait, le problème de l'OLED, c'est que également, c'est beaucoup plus fragile que du QLED parce que vu que c'est organique, ça s'use plus rapidement dans le temps. Puis on en avait déjà parlé une fois, je me souviens, mais en fait, c'est des énormes dalles qui sont créées d'écrans OLED et après, on vient les découper pour faire plusieurs écrans dans cette énorme dalle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces tailles d'écran, souvent, quand pour une dalle donnée, on essaie vous imaginez bien, de faire la découpe la plus parfaite pour ne rien perdre, qu'il ne reste pas une vieille bande, genre, il reste ça, ça fait 2 pouces et demi, on ne sait pas quoi en foutre, on le jette.
Donc on a des patterns de découpe déjà tout faits pour faire, par exemple dans une dalle, vous pouvez faire 3 écrans 65 pouces, plus un petit écran de téléphone, plus voilà, c'est comme ça que c'est fait. Hein. Mm. Et le problème, c'est que avec cette façon de faire, typiquement l'OLED n'a quasiment jamais, à quelques exceptions près, hein, n'a quasiment jamais atteint les moniteurs de PC, par exemple. Parce que c'est un format relou à découper et qu'en fait, on a déjà les téléphones et les télés qui sont le plus importants aux yeux des constructeurs certainement, à juste titre en termes de vente. Hein. Et du coup, personne ne se fait chier à faire des moniteurs de PC en OLED. Il y en a quelques-uns, mais il y en a vraiment très peu. Il y Ça en a coûte peut-être très un ou cher. deux. C'est Il y a un seul... PC portable Alienware aussi qui a Ouais, eu un voilà, écran c'est les OLED. Alienware qui ont également un écran Alienware qui est en OLED, mais qui coûte 2000 balles. Ah, l'écran, mais ça coûte c'est des fortunes. extrêmement cher. Ce que vous avez, ce qui se rapproche le plus, effectivement, c'est les écrans de chez Samsung qui sont en QLED. Donc bon, c'est un peu, Voilà. c'est un peu relou parce que là où les écrans PC sont en avance sur les télés, sur des temps de rafraîchissement, des taux de rafraîchissement pardon, hertz. très élevés, des restitutions de couleurs littéralement professionnelles. Un monteur ne travaille pas sur une télé, un monteur travaille sur des écrans extrêmement chers, parfaitement calibrés, sur un moniteur. Donc voilà. Donc il y a des avantages sur les écrans PC que n'ont pas encore les télés, mais les télés ont l'OLED et les écrans PC, je pense, ne l'auront jamais. On passera directement au micro LED. C'est Ouais, clairement, on voit. j'y Sur le crois micro plus LED. du tout. Même si là, il y a de plus en plus de QLED, en tout cas chez Samsung. Même tant Ouais. tous leurs, pratiquement Le- leurs modèles gaming sont en QLED. Oui, oui, chez Samsung, le QLED, oui, mais l'OLED, Non, LED, ça c'est mort. niet. LG qui fait beaucoup d'OLED, quasiment tous les OLED en vrai. Oui, c'est eux les constructeurs de l'OLED. Ils se foutent sur la gueule. Voilà. Mais voilà, tu nous as parlé d'un écran gigantesque, on va partir sur beaucoup plus petit. OLED, la plupart du temps. Maintenant, désormais OLED, oui. Non, en plus, même pas, c'est faux. Je dis des bêtises, je vais vous parler de YouTube, mais c'est même pas que pour téléphone, c'est juste que sur l'image que je vais vous montrer, c'est sur un téléphone. Mais c'est une fonctionnalité qui est disponible sur tous les écrans YouTubiens, j'ai envie de dire. En effet, YouTube qui continue de pousser pour trouver des nouveaux moyens de rémunérer les créateurs de contenu. C'est une vraie question aujourd'hui chez YouTube qui fait pas mal de nouveautés. Hein. C'est vraiment, ça a beau être le grand-père de l'Internet moderne, tu vois, c'est un petit peu, quand est-ce que ça a commencé l'Internet moderne? Moi, j'ai envie de dire quand YouTube a été démocratisé. Ouais, pour moi, c'était vraiment quand Internet, l'Internet, comme tu dis, moderne ou l'Internet grand public, entre guillemets, c'est quand Facebook et YouTube, ils ont explosé. Je trouve. Et pourtant, ça reste une boîte qui fait beaucoup de choses. Hein. Il faut pas se mentir là-dessus. Beaucoup de nouveautés, bien ou pas bien. On a parlé des shorts dernièrement. Tu nous en as parlé, je crois que c'était la semaine dernière, il me semble. En début de semaine, non? Ou en début de semaine, je me trompe tout le temps. Je vois Je sais arriver, plus. On en a arriver à parlé ce il y a moment de pas la semaine, longtemps. je ne sais plus ce qui fait partie de la semaine d'avant ou de. Je sais plus. Mais, La semaine dernière, La semaine effectivement. dernière. Mais voilà, YouTube qui continue d'innover. Et là, il nous ramène une nouveauté, le Super Thanks. Donc le super merci hein, en français. On sait pas, enfin, je ne sais pas comment ça va être traduit encore. Je me suis permis de vous mettre tous les noms en anglais. Mais vous allez voir, c'est relativement extrêmement simple. Et on pourrait faire des traductions au doigt mouillé, mais bon, on va pas se lancer là-dedans. L'idée derrière le Super Thanks, vous allez voir, c'est très simple. C'est que en fait, vous pouvez laisser un commentaire sur des vidéos, un commentaire où vous donnez de l'argent. C'est-à-dire que là, on le voit, la personne, alors là, c'est un compte féminin, donc je vais dire elle pour la mise en situation, laisse un commentaire en disant je veux laisser 2, 5, 10 ou 50 dollars. Là, vous voyez, 2, 5, 10, 50. Et en fait, son message sera coloré. Elle a une belle animation de ballon dont on se branle. Le message est coloré après, alors c'est léger, hein, mais en fait il a un fond jaune et il est encadré jaune avec le montant. Et le créateur de contenu pourra voir ce message, ce commentaire comme tous les autres commentaires, hein, sauf que il sera mis en avant et pourra y répondre de façon tout à fait classique. Mais c'est une façon de commenter une vidéo en laissant un tips, littéralement. Et puis on le mettre en avant surtout. Et le mettre un petit peu en avant aussi. Mais c'est vraiment l'idée du pourboire à l'américaine. Vous êtes peut-être pas sans savoir qu'aux États-Unis, le pourboire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il est impensable d'aller au restaurant sans laisser un pourboire et ça va jusqu'à 15% hein, quand même, ces conneries. C'est vrai. Ou alors vous faites comme moi, vous jouez le débile et vous laissez pas de pourboire et les restos coûtent moins cher.
mais il faut vivre avec. Et ben c'est exactement ce que c'est là, hein. C'est vraiment cette idée du pourboire que vous allez laisser avec un joli message. YouTube prend combien sur ce tips? Et ben l'idée, c'est que YouTube ne prend rien. C'est ça l'idée. C'est que normalement, ils ne prennent rien. Vous passez directement par votre service de paiement et basta chaussette. Google Pay du coup. Là. Voilà, Enfin, c'est entre ça. Là, c'est montré avec Google Pay, sûrement mais, PayPal. sûrement du PayPal et tout ce qu'il y a de plus classique de ce côté-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la features, elle a été testée sous le nom de Viewer Applause, donc vraiment le fait d'applaudir, le clap-clap. Jusque-là, ça fait 1 an à peu près que c'est testé cette histoire. Alors, qu'aux États-Unis. Oui, en bêta très très fermé, hein. Le Viewer Applause, c'était très très fermé. Et maintenant, c'est disponible, Super Thanks, donc son nouveau nom. C'est disponible dans 68 pays, c'est toujours en bêta. Ok. Et c'est dispo sur desktop, Android et iOS. Donc c'est déjà un petit peu partout. C'est le 4e mode de paiement on va qualifier de direct envers les créateurs que YouTube met en place. On a eu comme nouveauté le Channel Membership. Donc en fait c'est un équivalent du sub sur Twitch. Donc vous payez tous les mois une certaine Ça somme. existe déjà depuis un moment. Ouais, c'est ça. Si vous payez tous les mois une certaine somme pour un créateur de contenu, ça va remplacer le Tipeee par exemple qu'on aime beaucoup en France, qu'on voit sur beaucoup de chaînes, le Patreon aussi qui fait un peu la même chose, mais là c'est vraiment dans YouTube. On a eu aussi le super sticker, le super chat. Ça, c'est des features qui marchent quand vous êtes en live sur YouTube. Ouais, ça, bah justement, c'est ça que j'allais dire, les commentaires, l'interface et puis le fait de pouvoir mettre de l'argent avec le commentaire mis en avant, c'est exactement la même chose Ouais. que mettre, comme tu dis, les features en live, et donc mettre ton Les message fameux en avant. super stickers et super chat Voilà. qui sont en live, qui marchent exactement comme ça. Tu as raison, c'est vraiment une mise en avant. C'est l'équivalent sur Twitch, puisqu'on est sur Twitch. C'est l'équivalent d'un beat ou d'un message mis en avant quand vous subez. Par exemple, vous pouvez laisser un message qui sera mis en avant de l'autre côté. Mais vraiment, c'est des équivalences, mais vous avez une certaine latitude quand même. Il y a plusieurs façons de le faire, donc c'est assez chouette. Et donc, avec le Super Thanks, on est sur une 4e façon de faire, sauf que le Super Thanks, lui, se passe aussi sur les VOD. Donc, pas que sur les lives, voire pas sur les lives. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous pouvez laisser de l'argent sur une vidéo déjà postée, qui serait éligible. Alors, on n'a pas exactement ce que ça veut dire éligible. On imagine que c'est simplement une vidéo qui est encore monétisée, je pense, hein. Sans doute, c'est ça Je le pense qu'ils problème vont pas aussi. te laisser filer de l'argent à quelqu'un qui a été démonétisé pour cause de propos chelous ou quoi que ce soit. Ou parce que tu as utilisé 5 secondes d'une musique. Ou parce que tu as utilisé 5 secondes d'une musique. Tout à fait. Pour l'instant, le montant du Super Thanks est donc bloqué de 5, 10 ou 50 $. C'est pas une finalité. Ils réfléchissent déjà à laisser un montant libre, ce qui serait peut-être plus simple, j'ai envie de dire, et qui laisserait encore plus de latitude. Ces modes de revenus de direct, plus direct, ils interviennent à une époque où d'année en année, il faut savoir que les revenus publicitaires de YouTube, c'est-à-dire vraiment quand YouTube met de la pub devant vos vidéos, vous gagnez un montant de cette pub en pépette. En pépette sonnante et trébuchante. Et en fait, ces revenus publicitaires ont tendance à baisser depuis quelques années. Donc c'est vraiment une façon pour les YouTubeurs de gagner de l'argent différemment, de diversifier leurs ressources et j'allais dire leur income, l'anglicisme à la con, mais leurs revenus tout simplement. Et en comptant peut-être plus sur l'aspect communautaire que sur juste la pub que YouTube met devant. Et YouTube en a conscience et donne des armes pour aller dans ce sens-là, donc c'est plutôt pas mal dans l'idée. Et enfin, pour avoir accès à ça, il faut faire partie du programme de partenariat YouTube. Donc c'est le petit hic, mais bon, on pouvait s'y attendre, hein, comme souvent sur ce genre de plateforme. Je crois que c'est comme pour, si admettons, parce que ce qu'il faut savoir, c'est par exemple les personnes qui utilisent YouTube Premium, ils n'ont plus de pub. Donc pour les vidéos, admettons que tu vas regarder tes influenceurs préférés, ils vont être rémunérés par rapport à s'ils regardent une vidéo et par rapport aux courtes. Mais je crois que c'est beaucoup moins. C'est il y a ça. peut-être pas un délire, il faut être également. Tu gagnes de l'argent quand des viewers premium regardent tes vidéos. Tu gagnes une somme puisqu'ils n'ont pas de pub. Ouais, c'est ça. Donc il y a pas mal de trucs comme ça. Et il y a, comme beaucoup de sites, un programme partenaire où si vous atteignez tel objectif, on vous donne plus
d'outils. C'est le cas sur Twitch, encore Oui, une fois, qui est clairement, un programme partenaire et affilié. Alors, affilié d'abord, puis partenaire. C'est le cas sur Facebook Gaming. C'est le cas sur toutes ces plateformes, hein, clairement. Mm. Mais voilà, est-ce que vous voyez donner de l'argent à un créateur de contenu comment dire? Alors déjà, le fait de le faire en live, je sais que c'est particulier. Moi, c'est quelque chose que je trouve très particulier. Pourtant, on est sur Twitch, hein. Mm. Mais je sais que c'est particulier. Mais est-ce que vous voyez donner de l'argent a posteriori, c'est-à-dire que la personne ne le verra pas en direct, vous n'aurez pas la réaction, vous n'aurez rien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ou pas? Est-ce que vous le faites déjà avec du Patreon, du Tipeee ou quoi que ce soit? Est-ce que toi, tu le fais? Alors, très honnêtement, moi je suis un radin, je dépense jamais. Ah non, en vrai, quand déjà de base, je suis pas beaucoup sur Twitch, mais je ferai plus rapidement un don sur Twitch en direct, comme ça je dirai ah, merci, puis je peux écrire un message à la con, comme ça dit quelque chose et c'est rigolo. Le faire sur YouTube directement, encore en live, oui, mais le faire sur un commentaire, je sais pas. Après, oui, ça permettra de. Effectivement, c'est beaucoup mieux pour les créateurs, pour les soutenir, pour le fait qu'ils ont plus d'argent. Mais encore une fois, moi, je trouve. Enfin, je préférais dépenser peut-être un abonnement j'en sais rien, bah, mettons l'abonnement YouTube Premium de 10 euros par mois et avoir, comme pour Amazon Prime, Ouais. pouvoir soutenir 2-3 chaînes par mois. Ouais. Et faire comme bah, le Twitch Prime, du coup, c'est ça? Ouais, Enfin, alors maintenant c'est le- Prime Gaming, ça a C'est changé le de Prime nom. Gaming, ouais, du coup. Et puis, du coup, subber des personnes que j'en ai envie. Moi, je serais plus rapidement faire ça, après donner de l'argent. Enfin, c'est un peu con ce que je dis, mais admettons, si t'en donnes un là, tu te dis pourquoi je donnerais pas à l'autre. Je comprends Donc, t'es en complètement. mode d'euros. Ça Je revient cher. comprends. Grumuf Non, qui ouais. nous dit pourquoi pas. Lui, ça pourrait le tenter. Lèche-poil qui nous dit moi je donne pas d'argent, je clique sur une pub à la limite, mais le fait que YouTube prenne pas de com, je serais plus susceptible de donner. C'est ça qui est bien. Je suis assez d'accord et je suis encore plus d'accord avec toi. Moi, j'ai du mal à donner directement, vraiment en termes de, vraiment genre tiens voilà mon fric directement, tu vois, qui a. Alors que je supporte totalement, mettons, il y a des youtubeurs que j'adore, mais Oui, oui. le problème qu'on est également sur. Maintenant, contrairement il y a 7 ans où tu avais une dizaine de youtubeurs dans tes abonnements, maintenant tu en as plus de 100. Donc tu peux pas te permettre Ouais, de c'est faire ça. ça. Mais moi, si je dois soutenir, ce que je veux dire par là, c'est que tout. je suis prêt à donner pour un projet plutôt. Je suis Ouais. prêt à donner. Ouais, même projet, tu vois, j'ai du mal. Comme Lèche-Poil, me bouffer de la pub pour soutenir, il n'y a pas de souci. J'ai aucun problème avec les vidéos sponsorisées. Ça ne me dérange pas ce qui se passe sur YouTube Non, ça me dérange aujourd'hui. pas. Non. Tu sais que les 15 premières secondes de ta vidéo, faut pas les regarder. C'est un peu, on le sait, hein. Non, mais très honnêtement, moi je préfère honnêtement avoir plus de pub sur YouTube ou admettons que la vidéo il n'y a pas de pub dans la vidéo et que la vidéo soit sponsorisée. Ça me dérange Ouais, pas. Genre, moi mettons aussi. ce que fait JDG, moi je trouve que c'est très bien parce que parce que je prends eux comme exemple parce que pour moi c'est ceux qui l'intègrent le mieux parce qu'à chaque fois ils sont pas en mode la vidéo commence, oh n'oubliez pas de vous abonner à Nord Européenne. Non, ils font un petit, ça ils voient avec les marques et ils font un petit jeu avec ça, ils font ils trollent un petit peu des fois la marque ou ils font des petits C'est du trucs boulot, rigolos hein. avec ça et ça s'intègre très bien et ça me dérange pas de la regarder. Effectivement, c'est de la pub, je regarde de la pub. Mais moi, ça me dérange pas et je préfère largement me bouffer une minute au début de la vidéo où c'est une petite pub où ils font un truc rigolo avec NordVPN ou je ne sais quoi, que avoir un million de pubs à chaque fois le temps de la vidéo et que ça me coupe dans le truc. Ça, c'est insupportable. C'est Ou en ça. avoir avant, après. Surtout si c'est pour voir jeuxmobile.exe, t'en as rien à foutre, mettre ça 50 fois ou avoir Erup te proposer moins de sucre. À un moment donné, bon, et on a compris la chanson, c'est pas parce que tu me dis 40 000 fois que je vais C'est installer clair. l'application. Mais ouais, voilà, donc j'accepte ça complètement et qu'ils en vivent, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très sélectif, je soutiens que l'élite. Oh, le frère. Et justement, j'allais venir là-dessus, merci Raiga. Maintenant, il reste l'aspect live. Par exemple, sur Twitch, pour prendre la plateforme sur laquelle on est, on a les bits. Les bits qui sont une façon de faire des donations aux streamers. Attention avec une com d'Amazon, puisque vous achetez vos bits à un certain prix, Amazon prend une part là-dessus, et après vous avez un portefeuille de bits à donner, si vous voulez. Et ce genre de don-là, moi, me dérange, je ne prends pas de bits, je ne suis pas hyper fan de ça. Par contre, le sub, la souscription, en bon français, la souscription, en fait, elle, je la trouve bien plus intéressante parce que c'est une façon de dire oui, bah, je te donne 5 balles, d'accord. Enfin, j'ai dépensé 5 euros plus exactement.
Oui, merci, mais c'est surtout une façon de dire je soutiens ton travail sur au moins un mois, Ouais. peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, mais il y a une vraie notion, je trouve, et YouTube pareil, hein, Ouais, ils ont des follow, équivalences. quoi. De vrais follow. C'est ça, et c'est pour ça que moi, Mm. comme ils appellent ça sur le channel membership sur YouTube, qui est l'équivalent, il y a vraiment un côté de bah viens, ok, j'aime beaucoup ce que tu fais, on avance ensemble, tu vois. Et ça pour le coup, j'ai beaucoup moins de mal, et je pense que le côté live aussi Ouais. aide. Ouais, ça aussi, bah, je trouve que c'est bien parce que ça. C'est en mode, allez, on se prend par la main, puis C'est on un peu va à ça, ouais. l'aventure, quoi, entre guillemets. C'est tu suis l'aventure, tu suis comme beaucoup de personnes qui sont là à l'heure actuelle dans le chat on font avec nous. C'est on commence ensemble, puis on fait l'aventure, puis on va C'est s'amuser. ça, ouais. Et oui, je trouve ça, c'est assez sympa. Mais après, moi, je suis pas dans le délire à fond Twitch, parce que bon, le problème, c'est que moi, je ne suis pas du tout dans le délire de la télé, en mode c'est du direct, rendez-vous telle heure, tel truc pour faire pour regarder telle chose. Je préfère largement le modèle YouTube où c'est là, tu regardes quand t'as envie, quand t'as le temps. Ouais, je comprends. Ouais. C'est le problème de Twitch. Même si je pourrais regarder, j'ai déjà regardé, je regarderai sans problème du Twitch. Mais voilà, c'est ça aussi. Après, le problème du Twitch, c'est que, et c'est tout à fait normal, des fois il y a des moments où il se passe rien, sur du Twitch plus classique, évidemment. Ah oui, bah, Il y a des moments où il se passe rien, c'est un peu plus long, donc je me vois mal regarder, puis voilà, même si généralement tu mets Twitch en deuxième écran, chacun regarde comme il veut, je ne juge Exactement. absolument pas. Exactement, et moi, c'est vrai que ça honnêtement, se consomme pas pareil. Du mais tout. c'est vrai que moi, personnellement, je suis plus dans une optique de placement de produits, un peu comme ce qu'on fait également ici, pour être, mettons, rémunéré, mais, enfin pas placement de produits, mais sponsor plutôt. Et puis que tu sois rémunéré par rapport à ça. Et puis qu'au moins tu n'es pas trop emmerdé avec la pub, etc. Oui, surtout avant et après, que surtout ça, parce que- il faut être honnête. Il y a une vraie prise de conscience des marques qui comprennent l'importance de la Internet. monétisation de l'influence. Et aujourd'hui, une marque qui fait un partenariat hyper carré où tu n'as rien le droit de dire, où bah, Ça marche pas. ça se fait plus, ça se fait très très peu. Ça ne marche pas. surtout. Nous, on a P-Cloud qui est là. P-Cloud nous aide financièrement en ayant leur logo d'affiché. Si demain, P-Cloud nous disent vous n'avez plus le droit de faire une news sur le cloud en général, bah, c'est terminé. Hein. On lance plus l'émission. Nous, on hein. reste, C'est très, ciao. Hein. nous, on reste très transparent avec ça. Voilà, on est en mode, on dit ce qu'on veut sur quoi que ce soit. Voilà, on parle de la marque en début d'émission et puis voilà. C'est une monétisation entre guillemets de temps de cerveau dans le sens où voilà le logo P-Cloud, vous le voyez. Je donne l'exemple, hein, y a pas la preuve qu'il n'y a pas de souci. Vous le voyez et c'est tout, ça va pas plus loin. Et moi, j'ai aucun souci avec ça tant que c'est fait proprement, c'est-à-dire. Oui, tant que c'est pas le logo qui est là sur nos gueules en train de tourner tous les 5 minutes en mode abonnez-vous. Ou alors pire que Voilà. c'est pas dit, la pub. D'ailleurs, il y a eu beaucoup ça, de législation là-dessus et aujourd'hui, Ça, faire c'est bien, une je trouve. publicité cachée, tu te fais défoncer ta gueule T'as plus le droit. et c'est très très bien comme ça. Moi aussi, je trouve que c'est bien. En tout cas, très intéressant. Bah écoute, moi je trouve que c'est une bonne fonctionnalité. Pourquoi Ouais, pas ouais. à tester. Moi je trouve que c'est toujours bien pour soutenir et je trouve très bien que YouTube, en tout cas Google, ne prenne pas de commission là-dessus. Ouais. Voilà. Et on va continuer avec Google, avec leur logiciel, mais pas avec YouTube, avec Google Maps. Est-ce que vous savez que Google Maps veut vous tuer? Je m'en suis toujours douté. Alors, vous tuer, oui et non, parce que en gros, il y a une petite histoire assez récemment, petit thread, même pas du tout. Mais en gros, il y a eu l'association de John Muir Trust, donc qui est spécialiste dans la sauvegarde et la surveillance des massifs écossais. Donc c'est une histoire qui va se passer en Écosse, dans les montagnes écossaises, C'est beau. en Angleterre. Et ils se sont rendus compte que l'application Google indiquait des chemins qui pouvaient être potentiellement mortels Tu pour les viens randonneurs. d'échapper à la mort. Au Royaume-Uni. Ouais, non. Parce que Écosse en Angleterre, tu vas Non, te faire suivre dehors. Au Royaume-Uni, pardon. Je connais la petite guéguerre, mais de toute façon, ils sont sortis de l'Union européenne. Alors, donc, Ouais, attention à toi. bref. En tout cas, le problème de Google, c'est que pour aller sur un des sommets qui se situe en Écosse, dans les îles britanniques, dans un sommet qui de environ 1345 mètres d'altitude, en gros, dans le chemin à pied, Google vous fait passer par des endroits qui sont pas très cool pour des... donc ça, on va en parler juste après. Dans des chemins pas très cool pour des personnes qui sont novices comment dire, en expédition, en escalade. En quoi. randonnée en un peu randonnée costaud. montagneuse. Ouais. Voilà, ça ne se dit pas du tout.
Et donc je cite l'une des personnes qui est de l'association John Muir Trust, donc ce qu'il propose de faire Google, c'est de traverser un terrain qui est très raide, rocailleux et sans sentier, où même par de bonnes visibilités, il serait très difficile de trouver une ligne sûre. Ajouter à cela des nuages bas et de la pluie, la ligne suggère par Google est potentiellement fatale. Donc le souci, c'est que voilà, Google, des fois, ne connaît pas trop bien les situations et vous dit, si tu veux aller en haut, tu fais ça. Voilà, tu fais Voilà, ça. tout droit. Et donc, l'association a demandé à Google directement s'il pourrait supprimer cet itinéraire, parce que c'est un petit peu dangereux. Parce que généralement, même, il y a également à peu près d'autres soucis qu'il y a eu, si j'ai pas de bêtises, c'était alors je sais plus si c'était aux États-Unis ou peut-être au Texas, bref, mais c'était des endroits, mettons, des endroits où tu pouvais passer en voiture, mais c'était des endroits où il ne faut pas passer, c'est des endroits qui sont à plus de 50 degrés l'été avec des animaux Ah oui, t'as dangereux, raison. où la Dans voiture la vallée de la mort, je crois. Ouais. voilà, avec là, il te fait passer la voiture sur des routes qu'il faut pas passer, voilà, sinon ta voiture tombe, elle meurt, et toi avec. Tu tombes en panne, t'es mort en fait. Si t'as pas 14 000 bouteilles d'eau et un téléphone satellite, tu crèves. C'est ça le problème. Et donc du coup, Mountain View, donc les papas de Google Maps, donc ils ont pris en compte ce genre de choses. Ils ont communiqué avec CNN qu'ils ont examiné le problème. Et donc maintenant, ils ont dit, pour aider les randonneurs novices et expérimentés à trouver plus rapidement les sentiers qui correspondent à leur niveau, nous mettons désormais à jour nos itinéraires pour guider les gens directement au centre d'accueil avec le personnel du meilleur sentier à emprunter. Ouais. Voilà, donc en gros maintenant, ça va, si tu veux aller tout dans le ils vont te dire, tu fais ça, ils vont dire, tu vas à l'accueil et tu te renseignes parce que Google ne peut pas t'aider pour ce genre de choses. Tu parles aux gens, bâtard. Voilà. Et donc c'est pour ça que Google a fait ce genre de choses et on peut le voir désormais maintenant sur le petit screenshot on va montrer tout de suite juste en bas. Maintenant, voilà, ça s'arrête là et puis après pour aller en haut, tu te démerdes. Voilà. C'est ce genre de problème. Mais maintenant, je pense que ça doit s'arrêter au niveau de l'endroit où il doit y avoir. Ouais, sûrement l'office du tourisme, ou je sais pas comment appeler ça. Enfin, exactement. Donc faites très attention quand vous prenez Google Maps, même je pense tout simplement dans les Vosges en France ou dans les zones montagneuses, faites gaffe à ce que Google vous indique. Alors moi je vous pose la question du coup, qui fait ça? Enfin, vous allez faire une randonnée je sais pas pourquoi tu m'as parlé de ça, déjà j'ai envie de faire une randonnée en montagne. Genre j'en ai fait 2 dans ma vie et j'ai envie d'en faire. J'en ai fait. Mais qui fait ça? Qui arrive dans une montagne et se dit « Ouais, je vais y aller avec Google Maps ». On suit les panneaux, non? Enfin, c'est bien fait normalement, il y a des petits sentiers, c'est un peu cool, t'as pas envie de prendre ton téléphone à part pour prendre des photos, non? Enfin, je sais pas. Sachant que le truc, c'est que effectivement dans des zones montagneuses, etc., il y a des routes qui sont déjà préfaites. Ah ouais. Et le souci, c'est que c'est plus ou moins compréhensible, c'est que généralement la plupart des routes sont générées automatiquement par Google Maps avec les images satellites. Donc ils voient une route, tu dis on poste là et puis c'est bon. Oui, mais qui prend son téléphone dans ces situations? Je suis d'accord, mais il y a des personnes qui sont tellement adeptes de Google Maps. Moi par exemple, quand je suis arrivé en région parisienne pour faire cette émission, je ne connais pas du tout le métro parisien. Mais évidemment. J'utilise Google Maps. Non, mais c'est pas la même chose, ouais. Je suis d'accord. Mais ça peut être plus ou moins, parce que vous voyez, mon premier réflexe, c'était de ne pas aller à l'accueil, RATP, etc. C'est d'utiliser Google Maps. Je pense que plus ou moins, là, c'est la même chose. Même si je suis d'accord en étant conscient, voilà. C'est quand même des trucs relativement là, c'est du tourisme, quoi. Voilà, c'est du tourisme. Après, Google, pour eux, Google sait tout sur tout. Et c'est vrai que quand tu vas, mettons, dans des grandes villes, Google connaît tout sur tout. Même maintenant, dans carrément des centres commerciaux, tu as des étages carrément dessinés où tu peux savoir exactement où est quel bâtiment pour tel magasin. Voilà. Mais oui, dans un milieu urbain, je suis d'accord. Moi aussi, c'est full Google Maps. C'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est le cas. Mais j'avoue que quand j'arrive dehors, en extérieur et que je viens découvrir un endroit, j'ai tendance plutôt à suivre les panneaux, à aller voir l'accueil, à prendre la petite carte à la main. Là, on est tous comme des connards. On est sur le chemin A ou le chemin B. Mais parce que je trouve que ça fait partie du truc cool. Ouais, je comprends. Après, le truc, c'est que je fais confiance à Google pour le métro parisien parce que c'est un partenariat avec la RATP qui, elle, c'est leur ligne. Donc, il n'y a pas de problème. Donc tout est synchronisé. Par contre, c'est sûr, en zone montagneuse, si je vois un truc grand comme ça, j'y vais pas avec Google Maps, clairement pas. J'avoue que je comprends moyennement l'idée d'y aller en mode YOLO avec Google, surtout si t'es novice. Je pense qu'il y a une vraie méconnaissance aussi de la randonnée et il faut savoir c'est quoi le dénivelé,
c'est quoi la distance, c'est pour quel niveau, est-ce qu'il te faut vraiment beaucoup de flotte avec toi ou pas. Et les gens, je pense que ça, ils s'en foutent. Ils sont en mode Google Maps, il a dit, ça dure 30 minutes la randonnée, on peut le faire. Puis très honnêtement, si j'ai déjà fait de la randonnée au Canada, justement, dans une montagne qui n'était pas extrêmement grande, où justement tu as un accueil et tu dois payer pour entrer dans le parc, où là justement on a été se renseigner. Après, ça dépend des endroits où tu vas. Nous, c'était vraiment pas une montagne très grande. Ils ont dit, bah, vous prenez un chemin, vous allez tout droit, vous allez voir, en fait, tu as des chemins qui sont préfaits. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que tu as des arbres autour, donc tu es obligé de suivre les chemins, quoi. Ouais, pareil. Mais voilà, après, puis pareil, dans ce genre d'endroit, tu n'as pas de connexion Internet. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. avec mon forfait intermondial, je n'avais pas du tout de connexion. Pas du tout. Donc, Ouais, j'ai un doux souvenir pareil d'une randonnée au Canada à Garibaldi Lake. Ouah, on nous avait pas prévenu que c'était aussi dur la vie quand même, hein. Alors là, pour le coup, on était il fait froid. juste préparé comme il fallait. Et c'était très 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 dur. Et j'imagine pas faire le truc avec Google en mode ouais, bah, il dit que c'est 2 heures, c'est bon. Heureusement qu'on nous avait quand même un peu dit. C'est pas évident, les mecs. Et il faut écouter les gens dans ces cas-là, hein, quand vous allez faire de la randonnée. Faites confiance aux locaux, hein, ils savent mieux que vous et mieux que Google, promis. Ok, oui. Easy Garibaldi, ouais, Toxic, t'étais avec moi, on en a bien chié, ouais. Bon, c'est vrai que c'est les meufs surtout qui en ont chié, on va pas se mytho. Réglage du relais là, super. En tout cas, faites attention à Google, sachant qu'il y a déjà eu il y a eu un problème également en France, mais dans un endroit relativement connu, c'était au niveau du port de Marseille, où justement quelqu'un a suivi Google Maps pour aller je ne sais où. Et il a littéralement trouvé et terminé dans le port de Marseille. La voiture dans l'eau. Non, mais c'est quoi ces gens, mais... Regarde la route aussi un peu quand même, hein. Google, je crois qu'il n'y a plus de bitume devant moi. Continuez tout droit. Ok, ma gueule, on y va. Putain, Voilà, les gens, donc, quoi, merde. Attention, Google Maps est très serviable, mais soyez maître de votre véhicule et de votre itinéraire. Attention. Ouais. Non, mais les gens, comment tu peux être aussi con? Je suis désolé, hein, mais comment tu peux être aussi con? Ça me dégoûte. Pour t'amener dans le Vieux-Port, faut quand même y aller. Ça me dégoûte. Je te jure, ça me fait mal au cœur. Je crois, si j'ai pas de conneries, alors je sais pas, je sais plus où c'est peut-être la personne qui a peut-être cliqué sur. Je sais pas, c'est peut-être la personne qui était sur son GPS, qui a regardé son GPS et puis a pas regardé devant soi, donc qui l'a terminé dans le Vieux-Port. Enfin, Ouais, bref. c'est costaud. Écoutez, Au bout d'un moment, s'ils veulent, ils veulent figurer, je sais plus parler, figurer au Darwin Awards, faut les laisser. C'est sûr, mais bon. Oui, Voilà, la technologie nous il y a un dépasse. moment, on peut plus rien y faire, hein. C'est pas grave, hein. T'as même pas préparé l'émission, je vois ça, t'as oublié des Non, onglets. hein, super. ouais, excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir pour la news suivante parce que je me suis perdu dans le conducteur. Pardon. Hop, voilà, c'est bon, il n'y a pas de En tout souci. cas, faites attention au GPS. Voilà, c'est Faites tout ce que j'ai à dire. attention au GPS, par pitié. Et pendant que vous irez mourir en montagne, vous pourrez avoir ce petit objet avec vous. Je parle bien sûr du Steam Deck, la nouvelle bébête de Valve qu'on a vue la semaine dernière. Vous voyez de quoi je parle, j'imagine. Cette Switch PC. aux stéroïdes, hein, clairement, qui a finalement un Linux. J'avoue, on dirait que. Ah, c'est une Switch qui va à la salle, hein, ça pousse de la fonte. Ça, au développé couché, mon pote, ça met tout le monde minable. Une Switch finalement qui tourne finalement en fait sous Linux et qui on pourra d'ailleurs installer Windows dessus, hein, et tout ce qu'on veut un petit peu. C'est un PC, hein. C'est complètement un PC qui a été annoncé donc la semaine dernière par Valve, qui fait beaucoup parler d'elle, qui existe en 3 versions. Parfait, comme ça je peux vous rappeler les prix, c'est absolument préparé cette émission. Une version avec 64 Go d'espace interne à 419 €, une version avec 256 à 549 et la 512 en NVMe, hein, à 679 €. Et Et ce ce qui qui est se bon de passe, savoir, c'est que ouais, effectivement, les modèles SSD sont disponibles qu'à partir de 549. Pour la version 419, c'est pas un SSD que tu as. oui, enfin si, mais c'est un MMC au lieu d'être un Donc c'est un petit peu moins rapide. C'est juste, bon, c'est pas la même technologie, mais honnêtement, tu verras pas la différence, surtout sur les jeux il y a pas de jeu qui est reparti du NVMe quasiment. Tu vas avoir des temps de chargement un peu plus courts, mais franchement, c'est assez terrible, comme c'est pas encore la norme. Mais bon, tout ça pour dire que c'est le retour de nos meilleurs amis, les scalpers. Alors, qu'est-ce qu'un scalpers? Eh bien, c'est une ville pourriture qui vit perclus chez lui. Non, c'est un mec qui va racheter un objet Ah, ok. pour le revendre beaucoup plus cher, car il sait qu'une pénurie approche.
On a vu ça avec les consoles de nouvelle génération, la PS5, la Xbox Series, les Xbox Series La ont Switch été, aussi, hein, qui a eu ouais, la Switch qui a eu aussi, son tout petit à moment fait. aussi de rupture. Et les cartes graphiques RTX de chez Nvidia, entre autres, pareil pour les AMD d'ailleurs. On a connu une sacrée vague de scalpers cette année, avec la pénurie de semi-conducteurs pardon, et le coronavirus qui n'aidait pas du tout à la production de ce genre de matos. Les mecs se sont jetés dessus et ont fait un carton, on fait beaucoup d'argent, on a eu des sales histoires. Et évidemment, le Steam Deck pardon, n'échappe pas à la règle. Et on a déjà vu sur eBay, je vous montre ça, ça c'est le top. Hein. Le mec, il te vend un Steam Deck 5000 $. Au calme. 5000 $, la version 512 Go, c'est-à-dire que normalement elle est à 649 $, soit à peu près 8 fois plus cher. Hein. Le mec n'en a rien à foutre. Et ce qui est marrant, je vous ai mis aussi, pardon, c'était Twitch, je vous ai mis aussi un petit coup sur eBay, comme ça on regarde vraiment en direct ce qui se passe. Donc là on en a un à 1000 $, mais c'est sûrement une enchère. C'est une enchère parce que 1300 pour l'achat direct. Voilà, c'est ça. 717 $. Voilà, il y a tous les prix. Là, c'est juste. Ah oui, alors ça, c'est bon, ça aussi. Pardon. Vous payez la réservation. Ça, c'est pas pour acheter la console, c'est pour payer la réservation. Tu payes une précommande techniquement. Exactement. Et attends, vous n'êtes pas prêt. 823 pour payer la réservation encore. Mais pardon. Et attends, Il y c'est a pas des ça. gens qui achètent ça. Ah bah, je sais pas, j'espère pas, ne le faites pas évidemment, mais c'est même pas ça le plus drôle, c'est que. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a absolument aucune garantie d'avoir le matos à la fin, Bah, avant de passer évidemment. par ça. Et alors déjà, forcément, parce que des annonces eBay pour un produit neuf, passer par le vrai revendeur. Hein. Mais là, c'est encore pire, puisque les annonces, en fait, elles promettent une réservation garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que normalement, tu as l'assurance d'être sur liste d'attente à la sortie de la console. D'avoir une console pardon, sans passer par liste d'attente, justement. Sauf que dans les faits, en fait, ce qu'ils ont fait, c'était une option que Valve proposait, et que Valve propose, c'est de payer 5 $ pour une réservation. Donc, le fameux truc que là, ils te font payer 600 $, je sais pas quoi, là. Et cette réservation, tout ce que ça fait, c'est une opportunité de précommander ultérieurement le Steam Deck. Et Valve a déjà prévenu que les réservations, même payantes, ne garantissaient pas forcément une vraie précommande le jour de la sortie. Donc c'est-à-dire que Valve, ils sont là en mode, les gars, on n'a aucune idée de combien on va pouvoir en sortir. On vous propose, si vous voulez, de payer 5 $ pour avoir un petit peu plus de chance. Mais même ça, c'est pas sûr que vous en ayez une. Et les mecs essayent de te vendre ça sur eBay à 5000 balles en te faisant croire que tu l'auras forcément. Donc c'est une arnaque juste de A à Z en passant par toutes les lettres. Mais puis ouais, effectivement, c'est vrai que comme nous dit Grumus et Luxorion, très honnêtement, je ne pense pas que... Enfin, il y a sûrement des gens, oui, qui achètent, parce que c'est pourquoi les gens le font, parce que ça achète derrière, je pense, oui. Mais ne faites pas ça. Non. Je sais pas. En fait, je pense que les gens sont très mal renseignés en effet et qu'il y en a quelques-uns qui ont dû réussir à faire un coup. Et puis surtout pour ça, entre guillemets. Hein. On n'est pas au niveau des RTX, surtout des cartes graphiques Nvidia Ouais, qui est embêtant, là il y a eu vraiment des mecs qui ont craqué leur slip et des gens qui ont sauté dessus et qui ont payé ça des fortunes au Bah, bout d'attendre quelques mois. le problème, c'est qu'une RTX, c'est le truc surpuissant que beaucoup de personnes, il leur faut, parce que comme moi qui commence à avoir un PC qui commence à ramer, avoir une RTX, je dis pas non, tu vois, mais bon, le payer à ce prix-là, non. Mais il y a des gens... Ça, ouais. Faut seront être obligés. patient, faut être patient. Et le Ça Steam peut se Deck, comprendre, on quand dirait même. pas, hein, parce qu'on en parle, c'est peut-être pas des trucs qui nous chauffent nous directement, même si moi, plus j'en entends par là, plus je me dis, jamais je mettrai ce prix-là, mais c'est sympa que ça existe. Mais il y a beaucoup de discussions autour du Steam Deck et ça a l'air de cartonner. Hein. Il Ouais. faut pas croire, tout le monde a l'air vachement hypé, enfin beaucoup de gens ont l'air hypés par ce Ça se peut se produit. comprendre, ça se peut se comprendre. Et Valve va peut-être réussir un joli coup avec ce produit. On verra bien ce que dit l'avenir. Mais en tout cas, voilà, n'achetez évidemment pas ça à ces prix-là. Je veux dire, vous n'avez aucune garantie. Attendez, simplement.
On savait le faire quand on était petit, on sait plus le faire aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est vrai. Maintenant que tu dis oui, mais c'est parce que tu pouvais pas faire, enfin, quand tu étais petit, tu pouvais pas l'acheter parce que tu n'avais pas d'argent. Maintenant tu l'as, donc tu vas dire. ouais. Enfin, Mais pas après, d'argent. ces vils chiens vont continuer leur processus maléfique de scalper. Effectivement, c'est vrai de le souligner. Certains ont bien acheté des PS5 plus de 1000 euros sur le bon coin eBay juste pour l'avoir plus tôt. C'est Mais vrai. qui sont ces gens? C'est juste pour être dans Mettez-leur les des tendances. claques dans la tête, c'est pas Non, possible. mais c'est quoi. juste pour être en tendance. C'est terrible. Il y a un truc qui sort, je vais être dans les tendances et C'est puis voilà. terrible. On a même un gamin de 16 ans qui a fait fortune avec des PS5 et des Xbox Je Series. crois qu'il est devenu pas millionnaire, une connerie du crois- style, je en crois faisant qu'il- ça, en développant. ouais. Je crois, si j'ai pas de conneries, il a développé un logiciel qui achète automatiquement Ouais, pour ouais. revendre derrière et Les mecs sont terribles. Il n'y a même pas de jeu sur PS5 en plus, mais c'est ça! T'as Ratchet et Clank, t'as fait le tour, merci, au revoir. Non, t'as Returnal, allez. t'as Sur, quelques jeux mais très peu d'exclus. C'est terrible. Si au moins il y avait des jeux. Comme la Switch à sa sortie, j'ai envie de vous dire. Mais sauf que moi j'ai Ah acheté non. Ah non, je suis pas d'accord. Non, la Switch à la sortie, les premiers mois il y avait que dalle. Non, il y avait rien. Ouais, Je l'ai acheté Day One, tu avais quoi? Oh, je- Zelda, super, c'est un jeu Wii U. One to Switch, waouh, c'est exclu. Zelda, ouais, je te trouve dur. Non, mais Zelda, ok, certes, c'est un très bon jeu, mais c'était pas un exclu. Il était sorti sur Wii U. Donc c'est pas une exclu. Non, ARMS c'était plus tard. ARMS, c'était beaucoup plus tard. Non, mais c'était pas une Mario exclu, Kart mais- est arrivé en avril, c'est un jeu Wii U. La seule exclu Mais qui a ça a rien à suivi, voir. c'était Splatoon 2, qui arrivait, Ça- qui arrive en juillet. Tu compares, Donc, tu compares des chiens et des chats. L'avantage de la Switch, c'est qu'elle est portable, ce qui Oui, n'est pas je la me Wii doute- U. Oui, je me Il y doute a un bien. ajout en plus. Là, la PS5, elle est tout aussi pas portable que ta PS4, qui Oui, mais elle n'était est pas plus comme ta puissante, il y a un PS3. ajout. Bah oui, mais il n'y a pas de jeu. Ah bah, sur Switch non plus, il n'y avait pas tellement de jeux. Mais oui, mais t'as une nouvelle fonctionnalité. Oui, Moi, je trouve que c'est pas comparable. Mais, je sais, je vois ce que tu et veux le dire. truc, c'est que personne n'avait de Wii U, surtout, oui. Ouais, mais Surtout. moi qui avais une Wii U. Mais oui, mais vous êtes Voilà. deux. Et moi aussi, j'en avais une. On Bah est alors, deux. voilà. on est deux, Moi voilà. qui avais une Wii U, il n'y avait pas de jeu quand c'est sorti, c'est tout. Ah oui, Demon's Souls. Donc pour la Wii U, quand je l'ai acheté, j'ai joué à Zelda, mais j'aurais pu très bien le faire sur Wii U, et après il est resté pendant 6 mois dans son dock à pas bouger en attendant la sortie de Splatoon. Oui, mais c'est pas C'est comparable tout. parce qu'on représente une minorité. Personne n'avait la Wii U. Ouais. C'est ça que je veux dire. Et Ouais, tu as parce une que nouvelle c'est vrai que fonctionnalité. clairement la Switch c'est une Wii U plus, au niveau jeu. Ah, c'est terrible. Niveau jeu, niveau remake, Portage il y en a land, énormément, quoi. Portage land, c'est terrible. Enfin voilà, n'achetez pas à des prix incroyables, c'est tout Clairement. ce que je voulais vous dire. Sachant que je suis quand même très content d'avoir acheté ma Switch le jour de la sortie, parce que l'été qui a suivi, quand il y a eu Splatoon 2, là il y avait eu des ruptures de stock. La Switch Enfin, a été touchée plusieurs Vrai ou fois, ouais. fausse, quoi. Des vraies ou fausses ruptures de stock, peut-être pour faire monter la hype. En tout cas, maintenant, je vais vous parler, pas de, j'allais dire, également Sony, mais non, c'est pas Sony. Bref, je vais vous parler de Sony avec des prix relativement encore élevés, entre guillemets. Sony nous a présenté des nouveaux home cinéma premium, donc c'est avec un prix supérieur à 800 euros. Et d'ailleurs, selon Sony, de plus en plus de personnes achètent des home cinéma. Alors, ça vient évidemment, entre autres, à cause ne de la m'étonne fermeture des cinémas et du Covid, qu'il y a de plus en plus de personnes qui restent un peu bloquées chez eux, ce qui reste encore plus ou moins le cas dans certains pays. Sony a enregistré, depuis le début de l'année, une hausse de 28% par rapport au premier trimestre 2020 de nombre d'achats d'home cinéma de plus de 800 euros. Donc, pour vous dire que ça se vend relativement bien. Et donc, Sony nous a présenté des nouveaux home cinéma, donc avec un nouveau système atypique constitué de 4 enceintes sans fil, une nouvelle barre de son avec satellite arrière et 2 caissons de grave. Ouais, alors les noms sont un peu bizarres. Bref, on va commencer par parler du nouveau home cinéma composé de 4 enceintes, le Sony HT-A9, toujours les noms merveilleux de Sony, toi-même. C'est Tu vraiment sais. des génies du mal, quoi. Clairement, bref, je te laisse le mettre en fond, je vais expliquer en même temps par-dessus. Donc ce home cinéma est composé de 4 petites enceintes sans fil, c'est bien de souligner, qui fonctionnent, qui sont tous reliés à un petit boîtier qui est plus ou moins aussi gros que, admettons, une Apple TV. Donc donc vraiment un petit boîtier qui fait à peu près la taille de ma main et qui fait office de chef d'orchestre. Donc c'est le petit boîtier que vous voyez à droite qui va contrôler les 4 enceintes. Donc dans une enceinte, il y a un woofer, il y a un tweeter en frontal et un haut-parleur vertical et un haut-parleur dédié à la reproduction des graves. Voilà, on a quand même une bonne technologie, pas mal de petites enceintes qui sont compressées là-dedans. On peut faire quand même confiance à Sony qui fait relativement de la bonne qualité sonore, si je puis me permettre. Et donc, sachant qu'ils sont évidemment compatibles avec le Dolby Atmos et le DTS 2.x.
Voilà, donc le fait que ce soit un peu acoustique. Quelque chose assez intéressant, comme on le voit là à l'heure actuelle, et qui est assez exceptionnel, c'est que en gros, il y a une séquence à chaque fois que vous allez mettre vos enceintes où vous voulez dans votre pièce. Généralement, c'est 2 devant, 2 derrière, mais vous pouvez les décaler un petit peu. Vous serez obligé de lancer une séquence d'auto-calibration baptisée 360 Spatial Sound Mapping, qui va en gros simuler 12 enceintes virtuelles en plus des 4 réelles. Donc en mettant, il va créer de fausses enceintes qui viennent du plafond et sur les côtés pour créer vraiment un son acoustique qui serait parfait pour les films. Donc il est entre autres utilisé par le système Atmos et DTS-X. Et donc ça permettrait en plus de créer une bulle sonore pour vraiment avoir cette impression d'être au cinéma. Voilà. Il est évidemment compatible 360 degrés Reality Audio. Vous pouvez synchroniser l'audio avec le système audio embarqué dans les derniers téléviseurs Bravia haut de gamme. Donc si vous ne savez pas, c'est en gros vous pouvez synchroniser les enceintes avec les haut-parleurs de la télé pour rajouter encore plus de son virtuel, parce que les enceintes des écrans Sony ont déjà une très bonne qualité de son. Et au niveau des connexions, on est sur du Bluetooth et du Wi-Fi avec le Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect intégré, compatible Google Assistant et Alexa. Et le boîtier, quant à lui, va accueillir des ports HDMI 2.0, des prises Ethernet, etc. Et on peut transiter des signaux vidéo jusqu'en 8K HDR ou 4K 120 images par seconde en Dolby Vision. Voilà. Et également, on peut les connecter aux deux caissons de basse sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, enfin, qui s'appellent SA-SW5 et SA-SW3. Et on sera à un prix de 1800 € uniquement pour les 4 enceintes et ce sera disponible en septembre 2021. Enceinte sur batterie, du coup, demande Chocolat. Alors, enceinte sur batterie, je ne sais pas, ça n'a pas été communiqué, je suppose que oui, mais je pense qu'également ce sera sûrement soit sur batterie ou sur filaire. Tu pourras également les connecter. Alors, quand ils disent sans fil, ça n'a pas été très précis. C'est sans fil dans la connexion. Ouais, c'est sans fil en connexion jusqu'au home et tu dois sûrement les brancher. Ouais, batterie, je ne pense pas. Toujours ce les qui est meilleurs possible. Télécommandes en tout cas. Bon. Et ils sont tout petits. Elles sont très mini avec une télécommande à la Sony, donc assez pas très belle. Mais si je dis pas de bêtises, quand on voit les trucs réels, on voit des câbles passer. Donc je pense pour l'alimentation, c'est sur secteur. Je pense. Je doute fort que ce soit sur batterie pour ce genre d'enceinte. Alors la reconnaissance, la spatialisation. Oula, pardon, je voulais lâcher. La spatialisation, comme ça, tout le monde le fait aujourd'hui. D'ailleurs, ça diffuse un son immonde pendant que ça envoie une onde partout dans la pièce. Ça voit comment le micro les recapte et tout. C'est horrible. Mais ça rajoute un bon effet. J'ai aucune confiance dans des trucs aussi pitchoun. Alors oui, on le voit clairement, il y a un câble, donc c'est pas sur batterie. Voilà, sur batterie, c'était mort. Moi, c'était. Je sais pas, c'est pas si grand. C'est pas grand, c'est vrai, mais surtout... Pour du home cinéma, c'est vraiment pas grand. C'est pas grand, après c'est une technologie qui est fort compressée, c'est peut-être au niveau des graves que ça va faire un petit peu mal. C'est pour ça qu'on peut connecter. Tout de suite, il te propose le subwoofer direct. Mais quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, tu m'as dit, il y avait quoi? Il y avait un tweaker. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a un woofer, un tweeter en frontal, un haut-parleur vertical et un haut-parleur dédié à la reproduction de graves. Ouais, donc mais il y en a 15 chaque, c'est pas énorme. Mais t'en as 4 en tout. Mais t'en as 4. Donc, à tester. 1800 €, ouais, à voir. Ça peut être intéressant, ils sont jolis en tout cas. Par contre, les télécommandes, frérot, Sony il fait un effort quoi. Ouais, non, là, c'est les mêmes qu'en 2000. C'est les mêmes télécommandes qu'il y avait en 2000, c'est ça le pire. Ils n'ont vraiment pas évolué. C'est terrible. Alors moi, par contre, je me permets de préciser un truc que je pense très franchement. Évidemment que tu as des hausses de vente de home cinéma et de barres de son quand le son des télés est de plus en plus médiocre et que vous faites aucun effort. Sans déconner. Alors mais le nombre de télé plates, n'importe quoi. Alors, le nombre de télé avec des drivers de 15 watts de mes couilles, ça sert à rien en fait. Qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi? Sur les télés haut de gamme, il y a de l'effort. Mais pas sur des télés. Sur une télé haut de gamme, ne pas mettre une barre de son, c'est vraiment se tirer dans le pied. Je suis désolé, mais. Ouais, c'est vrai. Si tu mets plus de 1500 balles dans une télé, mais que tu mets pas de barre de son, rends ta télé, gros. Ça sert à rien. Oui, non, après. C'est un tableau que tu as acheté. C'est sûr, mais on va dire. C'est vrai que le son, c'est compliqué. On va dire que dans une télé à 1200, il y a un son qui est bon, mais pour une télé qui devrait être à 800 €. Ouais, voilà, pour moi, il y a vraiment. Pour moi, en fait, la barre de son aujourd'hui fait partie du package télé.
Et c'est une source de revenus importante pour les marques. Souvent, les barres de son, c'est fait par les mêmes gens qui font les télés, hein, de toute façon. Hein. Donc, On va en parler juste après des barres de son, hein. Mais dans tous les cas, je sais que de plus en plus de télévisions, principalement LED, que fait Sony, LG, Samsung aussi, mais un peu moins, ils ont quand même un bon son. Qui n'est pas exceptionnel, mais qui a un bon son, généralement pour regarder de la télé. Par contre, clairement, tu veux mettre de la musique ou des films, il faut une barre de son si tu veux vraiment un truc exceptionnel. Ouais. Ça, c'est clair et précis. quand tu vois le prix que tu payes, ça fait un peu chier quand même. Hein. Je suis d'accord. Mais généralement, quand tu achètes une télé, tu achètes la télé, donc l'afficheur, pas pour le son. Ce qui est con. Tu es d'accord? Bah, de toute façon, il y a beaucoup de gens, je pense que c'est presque une majorité, je pense honnêtement, hein, qui achètent des bundles aujourd'hui, voire la barre de son quelques semaines après la télé ou quoi que ce Clairement, soit. maintenant, à l'heure actuelle, si vous achetez une télé et que vous voulez un bon son, une barre de son, même relativement pas bas de gamme, mais même à un prix relativement faible, sera largement meilleur que votre son de télé. Clairement. Ou de l'occasion, hein. Ah oui, Vraiment, oui, oui, si, parce que quand tu mets 1500 balles dans une télé, te dire qu'il faut mettre autant dans une barre de son, ça peut te faire des barres de un son peu coûtent, mal. là, très honnêtement, 1800 € pour les 4 enceintes, c'est le prix d'une télé OLED. Hein. Ouais. Alors là, pour du home cinéma, ça m'a pas choqué le prix. C'est Après, du home ils sont cinéma. pas très très grands. À voir, j'aimerais bien voir. un Après, peu. c'est peut-être un compromis entre le compressé. Maintenant, Je on fait pense, de plus en plus de petites enceintes, mais qui ont un très bon son. D'ailleurs, rien à voir, mais je sais qu'il existe une barre de son de chez JBL. Je crois qu'elle est encore sur le marché. C'est une barre de son que vous mettez toute conne, que vous mettez en face de vous, qui a un très bon son. Et sur les côtés, vous avez deux petits haut-parleurs que vous pouvez Ah oui, débrancher c'est avec vrai. une batterie intégrée. Vous pouvez les mettre derrière vous. Ouais. Pour avoir du coup un son, alors c'est en 4.1 du coup, où vous allez avoir un petit effet. J'ai vu ça, c'était assez intéressant, voilà. assez intelligent comme. Et vous aurez du coup un petit effet de spatialisation qui est assez cool, même s'il n'y a aucune basse là-dedans, c'est surtout pour les aigus, pour les films. Et après vous rebranchez directement à votre barre de son, sachant que c'est toujours un enfer pour faire de moins en moins maintenant, mais pour faire un home cinéma, surtout à l'époque, pour les branchements, c'est l'enfer. Ah, c'est horrible. Qu'une barre de son a l'avantage d'être devant et basta. Vous savez ce qui est encore plus horrible? Avoir une belle télé et quand il y a une explosion, entendre le grésillement en fond des petits haut-parleurs pourris de la télé. Là. Oh là là là. Ah, ça, c'est un moment où j'ai envie de m'ouvrir les veines. C'est oh là là là. En fond d'explosion, là, par exemple, ou de grosses basses bien lourdes. Ah, quelle horreur! En tout cas, on va passer la suite avec l'autre présentation de Sony, le Sony HT-A7000. Merci Sony. Des vrais noms. En tout cas, c'est une bonne barre de son qui serait apparemment en 7.1. Voilà, donc avec des canaux qui seraient jusqu'en 7.1 avec différents haut-parleurs. Contrairement à la version précédente qui était la HT-A7000. J'aime bien qu'il y ait marqué HT dedans. Et en gros, cette barre de son par rapport à la version précédente garde quand même 12 cm pour atteindre 130 cm de long. Ce qui est quand même relativement grand et qui marche bien pour des écrans de télévision de 65 pouces. Donc si je dis pas de bêtises, c'est les 160 cm. Je vais dire de la merde, donc je vais rien dire. Je pense que c'est ça. En tout cas, vous pouvez le voir à l'heure actuelle, il y a des systèmes audio un petit peu bien foutus, et ça c'est assez nouveau chez Sony, avec un algorithme de calibration acoustique automatique, donc qui s'appelle Sound Failed Optimization, et un système de virtualisation pour les voix de hauteur, donc le Vertical Surround Engine. En gros, vous avez votre barre de son avec des haut-parleurs qui vont vers les murs et vers vous pour donner l'illusion qu'un son arrive sur les côtés. Et vous avez des haut-parleurs qui vont vers le plafond et vers vous pour avoir l'illusion qu'un son arrive au-dessus de vous. Et un peu derrière, techniquement. C'est un peu ce qu'utilise plus ou moins le système du Dolby Atmos. Également compatible avec le Dolby Atmos et le HT X2.S, si j'ai pas de bêtises. Également compatible avec les deux caissons de basse que j'ai dit tout à l'heure, et également avec les deux petites enceintes que vous pouvez mettre derrière, que vous pouvez rajouter pour avoir un son un peu plus atmosphérique, si je puisse me permettre. Je vous le remets si vous voulez. Alors les petites enceintes derrière, je sais plus si je les ai notées. Ils détectent leur position et c'est parti pour un gros son. Si je dis pas de bêtises, ce sont les SAW. Ah non, pas du tout, je dis de la merde. Non, mais voilà, vous pouvez avoir des noms petites, sont- c'est les petites paires d'enceintes satellites, comme ils appellent, et c'est 500 € supplémentaires par enceinte, je crois. Donc on n'est pas pour rien. Du coup, cette barre de son où on a, qui est à un prix de 1300 €, voilà, qui arrive Haut de pour gamme pour les barres de septembre son, hein. 2021.
C'est du haut de gamme pour les barres de son. Hein. C'est du haut de gamme c'est clairement du haut de gamme. Hein. Là, on est vraiment dans le prix. Ouais. On est vraiment sur du haut de gamme parce qu'on est au-delà pour Sony. Le haut de gamme est au-delà de 800 €, avec toujours la télécommande des enfers de chez Sony. Et pour revenir rapidement sur sur les caissons de basse que je vous ai montré tout à l'heure, il y a deux versions, le SA-SW5 et le SA-SW3. Donc le W5, il est un haut-parleur de 18 cm épaulé par un radiateur passif. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire rien. Un radiateur passif, ça veut dire un bout de fer qui chauffe à la place de ce qu'on veut refroidir. Voilà. Voilà. Et le SW3 repose uniquement sur un haut-parleur de 16 cm. On est pour le SW5 à un prix de 800 € et pour le SW3 à un prix de 500 €. Voilà pour les petites présentations de chez Sony et les dernières sorties au niveau du système audio. Aluminium, oui, pardon, oui, bien sûr. C'est sûr que mettre du fer, ça serait pas très pratique, oui. C'est sûr. Ça s'appelle un dissipateur, quoi, voilà. Bref. Donc voilà pour les dernières productions, les dernières présentations de Sony. À voir, parce que bon, je sais que Sony fait du... Putain, Pepe Garcia. Pourquoi tu mets Pepe Garcia? Non, c'est lecture automatique. Mais en soi, oui, je fais relativement confiance à Sony parce que c'est plus ou moins les leaders du marché dans tout ce qui est un peu son. Ils font des bons produits avec tous leurs codecs qu'ils mettent dedans, qui sont relativement de bonne qualité. On peut avoir quelque chose de relativement bon. Ce qu'on dit souvent, c'est Sony, c'est des vrais ingénieurs, c'est des putains de grosses têtes, ils sont trop forts, ils ont des vraies idées, ça bosse très très bien chez Sony. Le seul problème, c'est qu'ils savent pas vendre, ils savent fabriquer, et du coup tu te retrouves avec des produits à acheter à 7000, des trucs comme ça. Des noms pourraves avec des télécommandes pas finies, qui sont pas du tout design. Mais Sony, ça bosse fort en effet, et moi j'aime vraiment beaucoup cette marque, que ce soit dans l'imagerie ou le son pour le coup. Et ouais, je suis assez d'accord, j'ai envie de leur faire confiance. C'est des beaux produits, hein, clairement. C'est des beaux produits, c'est une belle barre. Après, il me semble, si je dis pas la gamme achetée, je crois que tu l'as dit, hein, la gamme achetée existait déjà. On est juste sur une mise à jour de. Oui, clairement. Là, on est sur la ST5000 et il y avait déjà eu la achetée à 7000 où on gagne 12 cm justement largeur. Donc on est sur une amélioration d'un produit qui existe déjà. Donc on est déjà sur des gammes qui existaient, c'est-à-dire qu'on peut aller au moins avoir une idée en regardant les avis de la version d'avant. Exactement. Surtout que les barres de son, ça évolue, mais c'est pas non plus le truc qui évolue, qui est radicalement révolutionné tous les ans. L'avantage des barres de son, contrairement à un système plus home cinéma, surtout cette version-là, c'est que vous avez un petit home cinéma que vous allez mettre juste en dessous de votre télé, point. Ne vous emmerdez pas à devoir mettre 1 million d'enceintes partout, surtout que ça ne convient pas à tout le monde, parce que suivant comment est organisé ton salon, tu peux pas forcément mettre des enceintes derrière sans que ça gêne, suivant la taille également. Et suivant aussi si tu habites dans un appartement ou pas, parce que tu vas pas mettre non plus des gros caissons de basse dans un appartement sans que tout ton appart vibre. Donc c'est le problème. Si, il y a des jeux. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être un peu mal à l'aise sur un son home cinéma 7 points, peut-être qu'il était mal fait, j'en sais rien, mais où tu sais, je le trouve oppressant, genre trop bassi, trop proche de moi, trop gros. Des fois, quand tu entends ça et quand tu entends des trucs derrière toi, non, il y a des. Ça fait bizarre de voir quelqu'un qui parle derrière et que tu vois à l'écran. Ouais, voilà, et une mauvaise spatialisation, ça c'est terrible. Quand le mec, tu le vois parler, tu vois un personnage parler, tu vois qu'il est à gauche, tu l'entends à droite, ou tu l'entends trop derrière toi. C'est horrible. Genre, il est au niveau de l'écran, au lieu d'être là, il est là, et tu l'entends qu'il y a quelqu'un. Ouais. Ça, c'est horrible. Et justement, Sony évite ce genre de problème avec la spatialisation automatique des qui doit bien aider. Ça, c'est bien ça. Qui doit bien aider. Et qui, pour avoir pu déjà tester, qui marche relativement très bien. Généralement, alors c'est soit tu me fous un micro vendu avec au milieu de ton canapé et puis ça le fait automatiquement. Là, entre autres, surtout pour les enceintes, c'est un micro intégré et qui va lui-même s'auto-calibrer. C'est vrai qu'il y a ça, il y a le micro. Putain. Alors du coup, est-ce qu'il va nous écouter? Après, c'est surtout pour foutre Google. Alors je sais pas si t'as pas de Google Home intégré, je pense. Alors là, ils ont dit sur la barre de son, ils ont parlé d'Alexa, compatible Alexa et Google. Pareil pour les petites enceintes, mais je ne pense pas que ce soit intégré. Je sais pas comment c'est fait, mais c'est vrai que t'as raison, dans les systèmes très haut de gamme de home cinéma, des fois tu as un micro vendu avec un micro-pied, un truc que tu utiliseras une fois dans ta life pour calibrer le bordel, et après quand tu déménages. Je vais le foutre au grenier, quoi. Bah oui, c'est vraiment ça, mais c'est un peu primordial. Bah ouais, une bonne calibration, ça fait beaucoup de choses dans le son, c'est bien vrai.
En tous les cas, j'espère que vous achèterez ça. C'est pas comme si qu'on regarde tout le monde nos contenus sur iPad ou ordinateur ou téléphone. Et un truc important dans le son c'est hyper personnel, hein. Vraiment, vraiment, C'est ça vraiment. le problème. Vous pouvez détester un son, ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. À Comme part la les musique. vibrations dans les basses. Ça, c'est. Enfin, les vibrations de la télé dans les basses. Ça, non, ça, c'est. Non, puis c'est surtout que c'est comme c'est de la musique, le son, enfin, le son, c'est comme la musique. Vous aimez des styles de musique, bah, c'est pareil pour le son. Exactement. Vous aimez Une couleur. une Ouais. couleur de son. Ouais, Je sais pas ouais, si c'est vrai. moi je suis d'accord pour ce mot vraiment. Je trouve Une qu'il couleur faut- de son, par exemple, JBL, on leur ont leurs caractéristiques. Admettons, Samsung avec AKG auront leurs couleurs. Apple vont être très classiques, mais ont l'avantage de plaire à tout le monde. Et c'est un vrai art hein, qu'a Apple, hein. Voilà. Ils connaissent le milieu. Genre, la majorité des gens aiment ça. Et le son médian d'Apple marche super bien sur beaucoup de gens. Qui est très bon. Et après, si tu veux être plus spécifique, c'est clair que c'est pas chez Apple que tu vas le trouver. Et chez Sony, a l'avantage d'être extrêmement personnalisable. Ouais. C'est ça, c'est surtout ça. Donc tu peux mettre toi-même ton propre grain par rapport à ce que tu préfères. Voilà. Exactement. Dans tous les cas, tout ça pour écouter de la musique sur Spotify. Oui, voilà. Alors ça, c'est un autre débat qu'on aura un jour. La musique par Bluetooth, c'est pas de l'audiophilie, hein. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même si Même, c'est pas grave. C'est pas. Moi, je suis pas audiophile. Il y a aucun souci. Moi, je suis balance pas des merdes audiophile, MP3. même si très honnêtement, maintenant, après, on en débattra sûrement une fois, on peut pas faire ça maintenant, quoique. Mais en tout cas, le problème de Spotify, c'est que tu écoutes de la musique compressée à mort, qui est redécompressée derrière, mais surtout que généralement tu connectes ton casque en Bluetooth qui est de nouveau compressé. Mais en soi, maintenant, il y a les codecs Dolby Atmos, tout le bordel qui permettent d'améliorer ça. Donc, on revient sur quelque chose de relativement bonne qualité, Ouais, pour moi, c'est pas mais pareil. qui peut détruire, enfin, qui modifie l'audio d'origine, potentiellement. C'est ça qui est compliqué. Il n'y a pas comme pour l'image, genre le Dolby Vision ou l'HDR, qui permet de garder le truc qui existe déjà. C'est très compliqué. L'audio, c'est un enfer. C'est très Tidal, compliqué. ouais. Ouais, faut aller sur Tidal, c'est déjà beaucoup mieux. C'est Tu quoi, vas avoir Tidal? moins de compression. C'est un service de musique comme Spotify, mais spécialisé dans le high res, dans vraiment la D'accord. musique haute qualité. Mais pareil, n'envoyez pas ça en Bluetooth. Mais le problème, c'est que du vrai matos d'écoute de son, À téléphone, ça coûte dépend. Hein. maxi cher. Maxi Puis cher. même, je suis sûr, si tu utilises Tidal depuis un smartphone, déjà le Alors, smartphone ça ne va dépend. pas aimer. Ça dépend Et quel parce que si tu smartphone. l'utilises en jack, aussi, Ça dépend quel codec tu as sur ton smartphone. C'est Ça ça, le dépend si tu. pour déjà plus un Sony qu'un Samsung ou un Bah, iPhone. c'est ça, c'est si tu écoutes en. Je vais dire de la merde, je vais me tromper, le codec d'Apple que tout le monde utilise maintenant, je sais plus. Je suis désolé, j'ai perdu le nom du codec audio. C'est pas fou. Après, si tu es sur de l'APTX ou. Voilà, l'APTX contre le LDAC, c'est ça. En APTX, ça va pas être fou. En LDAC, déjà, c'est mieux, mais il n'y a pas tous les smartphones qui prennent le LDAC en charge. C'est hyper compliqué, c'est un enfer. Et en fait, il y a chaque partie de l'assemblage, c'est-à-dire qui envoie la musique, comment, par quel câble, jusqu'à quel casque, jusqu'à quelles oreilles aussi, ces parties-là sont hyper compliquées dans le son et ont 3 milliards de dérivés. Il n'y a rien de plus compliqué que le son. L'image, c'est rigolo à côté du son. Oui, non, clairement. Mais après, le souci du son, c'est soit tu priorises la qualité à l'expérience Ouais, utilisateur, exactement, ouais. etc. Soit tu es vraiment sur un Exactement. très bon son parfait et tout, mais tu t'emmerdes sur aller sur Tidal avec un abonnement extrêmement cher, Un câble, à tout télécharger avec du câble, etc. Ou un t'as pas jack d'abonnement. or, Voilà, ou tu vas sur Spotify, tu payes beaucoup moins cher, et t'y vas. la quoi. qualité du son est moins bonne, mais au moins temps Bluetooth, t'es tranquille, tu connais que ça marche, C'est c'est ça, et basta. tu balances ça dans Android Car ou Apple CarPlay, et puis voilà, merde. Et t'es heureux. Finalement. Finalement, si Tout t'es est pas une histoire de audiophile, compromis. Comme quand dans t'es la pas vie. audiophile, t'es content. Voilà. Voilà, moi C'est je ça, la ne le suis réponse. pas et je vis très bien comme ça. Voilà. Tu prends un bon casque Sony, puis t'es content. Voilà. Voilà, merde quoi. Bref, je te merci d'avoir regardé cette nouvelle émission de Tech and Play. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux. Réseaux socials, à savoir réseaux le sociaux. Twitter et l'Insta pour du contenu exclu sur Insta. Et sur Twitter, on vous dit quand on est là ou pas. C'est-à-dire quand on va liver ou pas, il y a des jours où on ne livera pas, comme par exemple demain, on Effectivement. vous l'annonce, demain il n'y a pas de Tech and Play, on revient vendredi, Mhm. et sur le YouTube pour les unboxings entre autres et les replays. Lèche-poil, vous n'avez pas parlé de Camelot, on n'a pas vu Camelot, je ne vais pas en parler si je ne l'ai pas encore vu.
Et je voulais pas faire une review de ce qui se dit dessus, parce que bah, ça va me spoiler déjà. Et puis que c'est que des avant-premières, quoi. C'est un peu trop. Ouais, puis tu préfères faire ton propre avis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'irai pas le voir. Parce que je sais pas, de base, j'aime pas, donc... Ouais, non, bah il faut pas se forcer, hein. C'est sûr. Moi, je vais essayer d'aller le voir ce week-end, je pense. Je vais essayer. Tu feras un retour la semaine pro avant les vacs. C'est possible. Ouais, à la limite, On verra. on fera peut-être un retour, ouais, ça peut être sympa Ça si peut être j'arrive à le voir ce sympa. week-end. En tout cas, pas d'émission demain, donc ne venez pas pour rien. On fera un petit rappel sûrement sur le Driller. Et on vous donne rendez-vous du coup vendredi 9h30 pour la suite de l'actu. Et C'est une bonne journée, tout simplement. une bonne journée tout simplement. Et puis à vendredi. Allez, ciao tout le monde, merci encore. Ciao, ciao. Blind eyes in the darkness, frail hands reaching out so